nous voit pour la première fois et re-bienvenue pour ceux qui ont vu tous nos essais techniques ratés auparavant. Alors, comme vous pouvez voir, je suis en compagnie de quelqu'un d'autre, hein, en l'occurrence Michael, mais qui ne va pas nous dire son nom complet, hein, si je me souviens bien. Non, non, Michael, c'est bien beau comme ça. Fait que, tu sais, pour question de mettre un peu de punch en partant vite de même, là, serais-tu bon juste sans aller trop loin, nous expliquer pourquoi tu aimes mieux pareil, pas trop nous dire ton nom complet? Excuse-moi, t'as coupé un peu. J'ai Ah juste oui? compris le bout de ta phrase. Mais ouais, on sait Bon, quoi tu veux ton nom savoir, complet, hein. Faut laisser de la surprise un peu. ouais. En espérant aussi, parlant de surprise, que ça ne coupe pas de même à tout bout de champ non plus. On va espérer, ouais. Des fois, ça fait ce genre de petits ajustements-là au début. Fait que tu vois, avec Restream, c'est pas pire. Hein, je vois quand même le nombre, le nombre de spectateurs. Ça, c'est déjà un avantage par rapport à StreamYard. Je ne suis pas sûr que je vais être capable de voir leurs commentaires, par exemple. Chat. Au moins, je l'ai mis là. Ah, ben, Criff, si je suis capable de les voir. Ben oui, je vois Mylène. Merci, Parfait, ça. Mylène, d'être toujours aussi présente et verbale. OK, fait mettons que ça serait pas pire. Hein. Fait que là, on pourrait peut-être commencer à penser à commencer pour vrai. Let's go, je te suis. OK, OK. Donc, sans plus attendre, mon cher Michael, allons-y donc pour la question à 1 million de dollars, pas juste 100 000 $. Là. J'en brûle l'impatience moi-même, je te l'ai demandé, parce que, tu sais, tu comprends, hein, pour tout le monde, c'est pour ceux qui ne comprennent pas, Michael, il est hot. Il connaît des choses puis il comprend des choses que peu de gens comprennent au Québec, même moi. Fait que là, tu sais, on est comme dans une sorte de séance de mentorat live en ce moment. Tu sais, ce qu'on va parler là, il me l'avait déjà dit en appel vidéo Messenger, mais sauf que là, c'est du vrai. Là, c'est officiel. On va tout le vivre en même temps. Ce cours-là qu'il va nous donner, puis moi, ça va me rafraîchir la mémoire, puis permettre de mieux comprendre parce que j'arrive pour expliquer à du monde, puis je bafouille. Déjà que ça m'arrive de bafouiller, hein, mais là, c'est encore pire. Donc, mon cher Michael, pourrais-tu, en gros, là, mais tu sais, sans trop s'épivarder non plus, là, parce que tu comprends, on s'entend, c'est un arbre, c'est très arborescent, c'est ce genre de discussion-là, mais en essayant de garder une filon centrale, qu'est-ce qui ne marche pas avec l'Assemblée nationale du Québec à un niveau fondamental et technique? Puis, tu sais, là, indice au niveau surveillance. Là. Mais, tu sais, tu développes comme tu veux. OK? Je te laisse aller. On va y aller, comme tu dis, simple, parce que, comme tu dis, c'est pas un sujet simple, c'est un sujet épineux, compliqué, avec des longs mots très complexes comme législatif, exécutif, que le monde ne comprenne pas trop. Fait qu'on on va essayer d'éclaircir un petit peu ensemble ce sujet-là, parce qu'il y en a beaucoup qui en parlent, mais que je trouve qu'ils se perdent un petit peu dans tout ça. Fait qu'on va essayer clairement d'aller voir au Québec, c'est quoi exactement le problème de l'Assemblée nationale. Puis, pour le faire simple, le problème, il est simple, c'est que c'est pas une démocratie, parce que la démocratie nécessite la séparation des trois pouvoirs, qu'on appelle le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Fait qu'on va voir ensemble comment est-ce qu'au Québec, il n'y a aucune séparation des pouvoirs. Le même groupe de personnes gère les trois pouvoirs. Mais aussi comment que, selon les lois de la Constitution du Québec, c'est pas supposé d'être comme ça. Il y a des articles de chien de garde qui nous permettent de faire la claire séparation entre le législatif et l'exécutif. Puis, on va voir ensemble, au bout de la ligne, selon moi, quelle est la seule solution légale et pacifique qui existe pour se sortir de toute cette soupe-là. Oui, c'est ça. Puis, déjà, je poserais la petite question, là. Mais tu sais, c'est sûr que je vais essayer d'en mettre deux en un. Tu sais, mettons, quand tu dis des articles, là, j'espère que j'imagine que tu prévoyais de nous dire, mais tu sais, en tout cas, Oui, nous préciser ça. Puis l'autre chose, tu sais, au niveau du judiciaire, ça, tu m'en avais parlé un peu, puis je pense qu'au moins, on pourrait le clairer vite, celui-là, là, parce que le judiciaire, si je comprends bien, là, ça m'avait beaucoup aidé à le comprendre moi-même quand tu m'avais dit, puis même je m'en sers dans mes poursuites, au moins au niveau de compréhension de la chose, c'est que c'est un ministère. C'est le Oui. ministère de la Justice. Un ministère, donc. Donc, notre judiciaire, c'est en fait un ministère de la branche exécutive. Donc, à ce niveau-là,
la non-séparation du pouvoir est claire, claire, claire. Oui. On a l'exécutif, le gouvernement, qui a un ministère de la justice puis qui agit comme organe judiciaire. Donc, Puis t'as-tu l'impression que des pays comme, je sais pas, aux États-Unis, France, des pays plus présidentiels, ça mieux fait, que c'est pas comme ça au niveau judiciaire? effectivement, quand on parle de république, donc au Québec, on est une monarchie constitutionnelle sans roi. Mais quand on parle d'une république comme les États-Unis, il y a une plus grande séparation des pouvoirs. C'est pas non plus parfait parce qu'on peut voir comment que les États-Unis ont viré. Euh, la grosse différence entre notre modèle politique et légal et une république comme les États-Unis, c'est que dans une république, il faut aller chercher beaucoup plus large pour réussir à sortir la marde euh, qui sont en poste. Euh, mais c'est plus facile parce que tu peux, par la force des choses, par la popularité, par exemple, une bonne campagne, tu peux aller chercher un des pouvoirs. Puis si tu réussis à mettre la main, par exemple, sur le pouvoir judiciaire ou le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif, tu es quand même capable de mettre une certaine barrière puis un chien de garde pour empêcher les deux autres pouvoirs de faire un petit peu trop n'importe quoi. Dans un modèle politique comme au Québec, où l'organe judiciaire est un ministère de l'exécutif, il n'y a aucun chien de garde, c'est-à-dire que le premier ministre, il ordonne à son ministre de la Justice de ne pas prendre des causes ou de lancer des attaques judiciaires sur des gens. Donc, il y a vraiment, c'est beaucoup plus dur parce que le pouvoir est concentré. Donc, dans un modèle politique comme au Québec, c'est un peu plus. Tu as moins large à aller chercher, mais c'est beaucoup plus dur d'aller mettre la main sur un de ces trois pouvoirs-là. Ce qui amène, hein, comme on voit, à la notion de contre-pouvoir. Hein. Tu parles de séparation du pouvoir, mais c'est comme une autre façon de le voir, c'est avec l'expression contre-pouvoir. Puis, tu sais, on voit que ça va ensemble. Moi, c'est drôle, hein, puis je suis question de rendre ça un peu plus conversationnel aussi. Ces temps-ci, je lis pas mal sur Rome, tu sais, puis je me rendais compte, je suis amené à la conclusion qu'il y avait plus de séparation du pouvoir dans la République romaine. Imagine. Oui, Définitivement. définitivement. Là, Il pouvait bypasser le Sénat, là, tu sais, là. oui, puis il y avait plein d'assemblées différentes Oui, au oui. niveau de Rome. Puis à un certain point, c'est pas non plus meilleur d'avoir trop d'assemblées puis trop de séparation parce qu'à un moment donné, tu te Oui, perds, puis les pouvoirs oui, c'est ça. s'empiètrent, puis ça devient compliqué. Puis c'est un peu ce qui est arrivé avec Rome. Il y avait tellement de pouvoirs différents, il y avait tellement d'assemblées puis de groupes différents qui se pilaient ses pieds, puis il n'y a plus rien qui marchait, il n'y avait Oui, aucune sauf qu'en même coordination temps, des pouvoirs. ils pouvaient faire plein de choses que nous, on ne peut pas faire. Comme exemple, un référendum d'initiative populaire. Là, nous, on se trouve super original, puis c'est l'avenir. Eux autres, il y avait ça, là, par le tribunal de la plaie, ils pouvaient caler des assemblées, puis des affaires de même. Tu sais, ça. Puis on pourrait revenir au judiciaire, bien, hein, évidemment, il y a aussi la fameuse question de la nomination des juges, hein, tu sais, qui sont nominés aussi par l'exécutif, ce qui vient renforcer cette dépendance-là. Là. Effectivement, fait que ça nous enlève tout chien de garde judiciaire, c'est-à-dire que Oui, c'est si ça. le gouvernement abuse de ses pouvoirs, il n'y a aucun moyen de les poursuivre en justice. Il n'y a pas Ouais. un juge qui va accepter la cause, il n'y a pas un policier euh, qui va accepter les plaintes. Donc, on se retrouve vraiment avec un organe judiciaire qui est complètement contrôlé par l'exécutif. Surtout, je vais mettre le lien dans la description parce qu'on parle de choses importantes. Puis au niveau de la justice, c'est une sorte d'aparté, hein, parce que on voulait plus parler de législatif et exécutif, mais c'est important. Puis le lien que je vais mettre, c'est une entrevue aussi qui avait été faite par Peter, qui, je me souviens plus de. En tout cas, je ne sais plus le nom, vous allez, je vais le mettre dans la description, il est vraiment intelligent. Puis c'était un policier qui interviewait, puis il disait qu'au niveau de la SQ, exemple, si tu fais une plainte pour la SQ, c'est la SQ qui va enquêter sur la SQ. Fait que tu as encore le même genre de conflit d'intérêts dont on va parler un peu ce soir. Là, là. Exactement, conflit d'intérêt, c'est le mot. Si tu veux Ouais. poursuivre un ministre dans le cadre de ses fonctions ou personnellement, ben, il peut juste ordonner à ses agents du judiciaire de laisser tomber. Fait que parlant de laisser tomber, si je comprends bien le sens de ce que tu me dis, tu ne me prévois pas un très grand succès dans 2 de mes 4 poursuites que je fais actuellement. Même, ouais, c'est ça, 2. C'est-à-dire que j'en fais une parce qu'ils sont tous contre des organismes de l'État. Donc, un contre le DGEQ, puis un contre la DPJ en passant de même tout le monde. Fait que, donc là, autrement dit, tu me confirmes que les juges ils risquent de pas trop plaider en ma faveur, mais plus celle de leurs petits amis body-body du système.
right? J'ai toujours dit ça dépend. Tu peux avoir 2 ou 3 réactions différentes de la part du judiciaire, soit des procureurs ou du juge. Soit ils vont te dire de te fermer la gueule, de t'asseoir puis d'encaisser, ou soit ils vont juste se lever, quitter et t'en entendras plus jamais parler. Mais définitivement, c'est pas quelque chose de facile. La majorité du temps, on se fait dire de juste écraser parce qu'ils ont le pouvoir de le faire. Que quand un procureur te poursuit, tu vas en cours, ben, tu te retrouves à 2 parties contre 1. Le parti qui te poursuit, c'est le même parti qui te juge. Fait que, malheureusement, sans vouloir être cynique, c'est très dur de gagner ce genre de combat-là parce qu'on n'a pas le plus gros bout du bâton. Exact, exact. Fait que là, pour en revenir au cœur de la question, qui est l'Assemblée nationale, excuse-moi de brûler les punchs, mais je vais essayer vraiment de t'attirer ton attention et ta machine à parole là, sur ce qui me semble vraiment le plus tragique. Là, puis c'est ce fameux pouvoir, ou devoir, en fait, de surveillance qui est censé avoir l'Assemblée nationale sur l'exécutif, qui, pour nous, est pour se le rappeler, mais pour ça me démêler moi-même, il est un peu deux choses, l'exécutif. C'est le Conseil des ministres, mais aussi l'appareil étatique, là, tous les fonctionnaires et tout ça, qui est censé être contrôlé par donc, le Conseil des ministres, mais qu'on n'est pas trop sûr, en tout cas. Au niveau de l'Assemblée nationale, le plus gros problème, c'est le fait que les ministres siègent aussi. Donc, on a des personnes comme François Legault et ses ministres qui siègent en jouant 2 rôles. Donc, ils ont un chapeau d'exécutif puis ils ont un chapeau de législatif. Je vais vous partager mon écran vite fait pour vous montrer un article en particulier. Tu es capable de faire ça, toi, même sur Restream, même si ce n'est pas toi le host? Oui, monsieur. C'est bon, meilleur que moi. OK, je supposé... vois add to the scene. Je ne sais pas comment je vais être capable de retrouver, par exemple, après. OK. Est-ce qu'on voit mon écran dans le live? Ça me dit que je t'en partage. Ah, attends, je n'ai pas partagé le bon écran, pardonne-moi. On va recommencer ça. On va y aller comme ça. On est revenu normal. Add to the scene. OK, donc, sur l'exécutif, on va aller sur la loi sur l'exécutif. Donc là, on devrait voir mon écran. Ça devrait être bon. Oui, c'est bon. Donc, on parlait ensemble qu'il y a des gens bien connus, pour ne pas citer par exemple Michel Lebrun ou Jonathan Blanchette, qui en font un cheval de bataille. Ils dénoncent tous les deux l'illégitimité de l'Assemblée nationale, qui est un point aussi que je dénonce. Par contre, il y a quelques différences avec comment eux ils l'apportent et comment moi je l'apporte. C'est-à-dire que pour eux, 1968 est un coup d'État et on devrait revenir à ce qui était avant 1968, c'est-à-dire un conseil exécutif et un conseil législatif. Moi, c'est là-dessus que je ne suis pas d'accord parce que les conseils n'avaient aucun pouvoir autre que de conseiller le lieutenant-gouverneur, mais il n'était aucunement dans l'obligation de les écouter. C'est encore un petit peu le cas en ce moment, vu le poste de lieutenant-gouverneur. Par contre, on pourrait s'entendre sur le fait qu'une Assemblée nationale dont les membres sont élus par suffrage de la population directement, c'est déjà beaucoup plus démocratique qu'un conseil qui ne sert à rien. Donc, moi, le point que je trouve très, très important, c'est de se demander aujourd'hui, bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Puis quelle solution qu'on peut trouver là-dedans? Puis pour moi, le point important de la loi sur l'Assemblée, c'est l'article 4 qu'on retrouve ici, qui dit ceci. L'Assemblée a un pouvoir de surveillance sur tout acte du gouvernement, de ses ministères et de ses organismes. Et la question que je pose afin de voir qu'il y a un gros problème de conflit d'intérêts, c'est comment est-ce que l'Assemblée peut exécuter son pouvoir de surveillance sur le gouvernement
si les membres du gouvernement siègent dans l'Assemblée. C'est-à-dire qu'ils deviennent leurs propres juges, leurs propres surveillants. Il suffit de rentrer à l'Assemblée nationale, mettre leur chapeau de législateur, puis bloquer toute tentative de surveillance de leurs actes à eux-mêmes en tant que gouvernement. Donc, c'est ça, si quelqu'un ne comprend pas ça, mettons qu'on prend un exemple clair, mettons l'UPAC là, qui enquête sur la corruption. Imagine que là, il enquête sur une compagnie qui est suspendue, corrompue, mais tu as des gens de cette compagnie-là qui sont sur l'UPAC. Ça ne marche pas. Conflit d'intérêt. C'est ça, là. Oui, puis ça va beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire que le gouvernement, sa job, c'est de mettre en place les lois, pas de les voter, pas de légiférer. Donc, on parle surtout du fait que, par exemple, Legault qui légifère pendant la pandémie par décret, ben notre chien de garde pour dire hey, ça, c'est pas démocratique, ça va à l'encontre, par exemple, de la Charte des droits et libertés. Ça devrait être à l'Assemblée d'émettre des motions ou de légiférer pour dire wow, gouvernement, vous allez trop loin. Mais ça, c'est impossible à faire si le gouvernement siège lui-même dans l'Assemblée qui est censée le surveiller. Donc, Oui, on a un très, très gros problème de conflit d'intérêts ici. Puis ce que ça me fait réaliser, tu sais, des gens comme justement Michel Lebrun ou Jean-Pierre Blanchet qui vont dire il nous manque un conseil législatif. On voit ou on sent que ce qu'ils veulent dire, c'est qu'on veut un chien de garde. Il nous manque ça. Ils ont senti ça, ils ont perçu ça, ce qui est vrai. Mais est-ce que ce vrai chien de garde-là n'est pas justement censé être l'Assemblée nationale elle-même, plutôt qu'un conseil législatif qui, comme tu dis, je veux dire, là, tu disais, ouais, il fait juste conseiller. Ben, on a une chambre, c'est une chambre haute. C'est pas comme s'il n'y avait pas ailleurs dans n'importe quel autre système parlementaire. Il y en a au Canada aussi. Le Sénat, c'est pas ça qui change le monde, là. Jusqu'à la chambre du contraire, hein, jusqu'à pas du contraire. Ils font juste rubber stamp un peu comme le lieutenant-gouverneur aussi, d'habitude. Exact. Donc, oui, comme tu dis, notre chien de garde, c'est effectivement l'Assemblée nationale qui, au lieu d'être un conseil qui est nominé, est composé de 125 députés élus. Donc, c'est déjà beaucoup plus démocratique comme chien de garde. Le vrai problème, c'est pas l'Assemblée elle-même qui peut nous servir de chien de garde, c'est les ministres qui y siègent en conflit d'intérêts et en violation de l'article 4. Parce que l'article 4 inclut et comprend que les ministres, le gouvernement et les ministères et les organismes ne peuvent pas siéger dans l'Assemblée. Donc, le siège des ministres est totalement illégitime et rend toute loi de l'Assemblée depuis sont illégitimes parce que c'est pas l'Assemblée nationale, c'est pas les députés qui légifèrent, c'est le gouvernement qui rentre dans l'Assemblée et par leur conflit d'intérêts, ben, font tout ce qu'ils veulent. Surtout que le gouvernement, au sens de Conseil des ministres, avec à sa tête François Legault, le cas présent, puis mettons les principaux ministres de la CAQ, on s'entend qu'ils ne font pas juste être là, bien relax dans l'Assemblée nationale, puis avoir deux chapeaux, puis un pied dans l'exécutif comme les législatifs. Ils ont Oui, un rôle je veux dire, c'est très mis de l'avant, puis en valeur, puis il y a un rôle c'est un peu comme de supériorité, puis de hiérarchie, d'autorité face aux députés eux-mêmes. C'est un peu des kings. Les députés, c'est comme juste des petits fantassins, puis d'autres, c'est comme des chevaliers, là, puis tout le monde veut être ministre, puis tu écoutes les ministres, puis fait que c'est réellement inféodé, l'Assemblée nationale, surtout par le système de parti, euh, à l'exécutif, donc au Conseil des ministres. Hein, fait que on voit que c'est beaucoup relié au système de parti. Exactement. On va revenir sur les partis et l'exécutif lui-même, mais j'ai un autre exemple ici de pourquoi c'est un gros problème que les ministres siègent dans la législature. Puis on l'a vécu en 2020. On a le plus bel exemple qu'on ne peut pas avoir. C'est l'état d'urgence sanitaire. On a dans la loi sur la santé publique, article 122, qui dit l'Assemblée nationale peut, conformément à ses règles de procédure, désavouer par un vote la déclaration d'état d'urgence sanitaire et tout renouvellement. Maintenant, la même question se pose, c'est si les ministres qui ont déclaré l'urgence sanitaire siègent dans l'Assemblée, comment est-ce que l'Assemblée nationale peut, conformément à ses règles de procédure, désavouer l'état d'urgence sanitaire? Donc, on se rend compte que
il n'y a rien de plus antidémocratique qu'un gouvernement majoritaire, parce qu'un gouvernement majoritaire, ça veut dire qu'il possède la majorité des sièges de l'Assemblée, ce qui veut dire qu'ils peuvent légiférer par décret et bloquer tout vote de désaveu qui pourrait être fait à l'Assemblée nationale. Donc, ils font une connerie, ils déclarent une connerie, des ordres exécutifs, puis après ça, ils rentrent à l'Assemblée nationale avec leur chapeau de législateur, puis ils se blanchissent eux-mêmes. Puis ça n'a aucun bon sens. Exact. Puis avant qu'on retourne un peu sur l'affaire des majoritaires et des partis, tu sais, n'est-ce pas une belle piste d'explication de pourquoi on s'en rend compte? C'est comme si c'était tout cuit dans le même poêle. Hein, c'est toujours rendu à l'unanimité à cette heure des votes. On se demande à quoi sert l'Assemblée nationale, à quoi servent les différents partis. On vote pour les drag queens, on vote pour la COVID. Puis COVID, je veux dire, il me semble à chaque semaine, il y aurait pu désavouer la loi santé publique, ils ne l'ont jamais fait. Fait que c'est comme à chaque semaine, ils rubber stampaient encore. Fait que, puis ce que je veux amener, c'est que c'est comme, quand je dis que c'est une piste d'explication importante et même fondamentale, c'est que des fois, on se demande comment ça se fait qu'ils sont tous aussi vendus, comme on dit, mais qui semblent, c'est vraiment comme si on avait un one-party rule en réalité, là, comme dans les régimes totalitaires puis communistes notamment. Mais une autre hypothèse, ça peut être parce qu'ils sont peut-être tous francs-maçons, ils sont peut-être tous reliés au World Economic Forum. D'ailleurs, une explication n'empêche pas l'autre, hein, mais comme tu dis, si en partant, ils sont en conflit d'intérêts, ça aide pas, là, ou plutôt ça aide si tu veux instaurer ce genre de dictature totalitaire-là, tu sais. Exactement. Puis dictature, c'est le mot par définition, parce que la dictature est définie par l'exécutif qui contrôle aussi le judiciaire. Puis on est exactement dans ce cas-là au Québec. On a l'exécutif qui contrôle le législatif et le judiciaire. Donc, par définition, par le siège des ministres dans l'Assemblée nationale, clairement, le Québec ne peut pas être défini comme une démocratie. Puis ça, c'est vrai au niveau de dictature, mais moi, si je parle de régime totalitaire, totalitaire veut dire contrôler l'ensemble des différents pouvoirs de la société. Fait qu'on l'a dit tantôt, tu contrôles le pouvoir, le judiciaire, l'exécutif, le législatif, tu es en business. C'est le même principe un peu que des trusts au niveau économique. Là, tu vas acheter tes concurrents, puis là, tu as tout le secteur économique au complet. Là, exactement. Donc, oui, on a vraiment un gros problème dans notre assemblée à cause de ça. Puis maintenant, on va voir un peu plus la différence entre le législatif et l'exécutif. Parce que moi, un des mensonges que j'ai entendu le plus, puis je suis sûr que c'est vrai pour pas mal tout le monde, on a tout dans la croyance populaire que le gouvernement s'est élu. Mais en réalité, au Québec, il n'y a aucune loi qui dit que le gouvernement s'est élu. L'Assemblée nationale est élue. Je crois qu'on peut l'avoir. Ici. Donc, article 1 de l'Assemblée nationale, l'Assemblée se compose de députés élus dans chacune des descriptions électorales. Donc, on définit ici l'élection du pouvoir législatif, mais au Québec, on a juste une élection, on n'a pas deux. On n'élit pas la branche exécutive. Il n'y a jamais eu d'élection du gouvernement. Il n'y a jamais eu un premier ministre au Québec qui a été élu. Et la preuve est dans nos lois adoptées à l'Assemblée nationale eux-mêmes. Si on va voir la loi sur l'exécutif, on a ici l'article 3 qui dit le Conseil exécutif du Québec, ou le gouvernement, si on veut, est composé des personnes que le lieutenant-gouverneur juge à propos de nommer. Donc ici, clairement, c'est pas écrit ici, le Conseil exécutif du Québec est composé de ministres élus par suffrage universel. C'est bien écrit. Ou appartenant au parti qui a eu le plus de sièges, puis relié à un quelconque parti d'ailleurs. Exactement, ça c'est totalement arbitraire. Puis ça, pour moi, c'est le point, le secret que si les gens peuvent se retirer cette illusion-là de la tête, l'illusion tombe un petit peu. Parce que c'est bien écrit ici, le lieutenant-gouverneur peut nommer sous le grand sceau du Québec, au nombre des membres qui composent le conseil exécutif, les fonctionnaires suivants qui restent en office durant bon plaisir. C'est pas ici écrit que le gouvernement est élu pour 4 ans. Donc, la loi sur l'exécutif est claire. Au Québec, on a un gouvernement nommé arbitrairement par le lieutenant-gouverneur qui décide, lui,
de choisir le parti qui a le plus de sièges. Et la raison, et comme je l'ai mentionné avant, si tu as un gouvernement qui est nommé, qui possède dans la législature une majorité des sièges, ben, ton gouvernement exécutif peut contrôler entièrement le législatif. Donc, tu sais, par exemple, avec les dernières élections, beaucoup de gens qui disent ah, je peux pas croire que les Québécois ont voté pour Carney ou je peux pas croire que les gens ont voté pour Legault. En réalité, il n'y a jamais personne qui ont voté pour eux. C'est le lieutenant-gouverneur qui les a choisis, puis ils restent en office pendant bon plaisir. La seule et unique raison pour laquelle ils restent pendant 4 ans, c'est qu'ils collatèrent la nomination exécutive avec l'élection législative pour qu'on ait l'illusion et l'impression qu'on a élu le gouvernement. Mais la réalité, c'est qu'on a élu des députés législatifs et qu'après le vote, le lieutenant-gouverneur a nommé ses ministres parmi les députés. Fait que, tu sais, si on regarde ça, parce que, tu sais, formuler verbatim comme tu l'as fait à la loi sur l'exécutif, ça sent le Moyen-Âge, ça sent le début de la colonie, bon plaisir, nominé par le gouverneur. Tu sais, c'est réminiscent du temps où est-ce que c'était vraiment le gouverneur qui était lui-même élu par la France, puis tout, nominé, puis tout ça. Donc, ça, c'est une chose. Mais là, après ça, quand on regarde la fameuse question de, ben, dans le fond, là, en réalité, on prend le gouvernement qui a le plus de sièges, comme on avait déjà discuté toi et moi en privé, c'est comme si ça relève plus de la coutume. Hein? C'est plus une coutume, ça, qui est devenu. La coutume, ça fait partie de la loi, hein? Ça fait partie c'est un des étages de la loi. Fait ils ont pris cette habitude-là de faire ça comme ça. Mais correct, sauf que si tu regardes comment elle est faite, cette coutume-là, en quoi qu'elle consiste, c'est comme si l'objectif était pratiquement de donner autant de pouvoir que possible, d'empirer le conflit d'intérêts puis d'accentuer la dynamique dictatoriale, ce qui est rendu encore plus fou avec le système uninominal à un tour. On veut vraiment une disproportion. On veut créer une sorte de petite clique, là, de petite élite en haut qui fait ce qu'il veut. Là, puis oui, c'est exactement ça. Parce qu'une question que je t'ai déjà posée, puis je vais te la reposer en live parce que je crois que c'est important que tout le monde se pose la question, puis tous ceux qui nous écoutent en live, je vous demanderais de prendre une bonne minute pour réfléchir à la question. Puis la question, c'est si demain le Québec élit 125 députés indépendants, quel parti va être nommé au gouvernement par le lieutenant-gouverneur suivant sa coutume de nommer le parti qui possède le plus de sièges? Tu fais sauter la patente. Exactement. Si on se retrouve avec 125 indépendants, voici les possibilités. Puis pour moi, elle est la seule solution légale et pacifique au Québec. Imagine demain qu'on a 125 députés indépendants à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le lieutenant-gouverneur ne peut plus suivre sa coutume de nommer le parti qui possède le plus de sièges. Il est obligé. Exact. Fait que là, il est obligé de nommer Monsieur X, Madame Y, puis de les choisir parmi le lot. Par son très bon plaisir. Là, son bon plaisir arbitraire, il va apparaître. Là. Exactement. Mais dans tout ce qu'on a lu, il n'y a aucun article de loi nulle part qui dit qu'un député qui se fait nommer par le lieutenant-gouverneur est obligé d'accepter le poste de ministre. Donc, imagine demain que l'Assemblée nationale se ramasse avec 125 élus indépendants et qui refusent les postes de nomination des ministres. Ils ont le droit. Ils ont juste à dire au lieutenant-gouverneur, nomme qui tu veux au gouvernement, nomme qui tu veux premier ministre, nomme qui tu veux ministre de la Justice. Nous autres, on s'en fout. On a été élus comme législateurs, pas comme exécutants. Fait que fais ton affaire, nomme-les à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Puis ce que ça l'ouvre comme possibilité légale au Québec, c'est que les 125 députés élus législateurs ont le droit et le pouvoir de prendre la loi sur l'exécutif, abolir le poste de lieutenant-gouverneur et de mettre en place une élection de l'exécutif plutôt que de laisser en place la nomination du lieutenant-gouverneur. Puis ça ne se fera jamais tant que les ministres siègent, parce que le lieutenant-gouverneur va dire à ses ministres tu ne laisses jamais passer une loi comme ça dans l'Assemblée nationale. Mais il suffit de l'imaginer juste 2 petites minutes. 125 députés indépendants refusent le poste de premier ministre, puis modifient la loi sur l'exécutif selon le pouvoir légitime de l'Assemblée nationale pour abolir le poste de lieutenant et mettre en place une élection exécutive. Oui, puis tu sais, mettons, je prends un commentaire de Veruca qui dit ah ouais, Charles fonce dans le tas.
Ça me fait penser à une autre option, une autre avenue que tu as envisagée en fonction des connaissances et de la compréhension que tu as pour faire sauter la patente. Tu n'avais pas mentionné d'ailleurs à ton passage à la mission d'Entrépide dans le temps, c'est que tu avais dit ça, il suffirait qu'un député élu, dûment élu, là, qui soit au sein d'un parti comme, mettons, le Parti libertarien, là, ou qu'indépendant, tu sais, bon, je dis ça de même en passant, mais mettons qu'il arriverait le gars là, à l'Assemblée nationale, puis plutôt juste de faire un show comme Stéphane Tremblay, il avait fait un député du PQ qui avait parti avec sa chaise, mais tu sais, c'était un show qui était intéressant parce qu'il montait un anticonformiste, puis je ne souscris plus à la patente, mais là, c'est quoi qu'est-ce qu'il pourrait faire ce député-là là, de pas fin là, envers ce système-là, là, puis, mais qui ferait en même temps quelque chose de systémique, de dérangeant pour vrai, là, tu sais? Pour mieux comprendre mon idée, il faut savoir que après presque une décennie de recherche dans le domaine constitutionnel et légal, j'en suis venu à la conclusion qu'il existe 3 solutions. La solution qui serait, disons, la moins réaliste, mais la plus facile à mettre en place, c'est de trouver un parti qui serait assez populaire pour avoir une majorité de députés, refuser le poste de ministre, puis modifier la loi sur l'exécutif. Maintenant, j'ai oublié, j'ai mis de côté cette utopie-là de trouver un parti politique qui pourrait avoir ce reach-là, c'est-à-dire nous autres, on est capable de mettre en place assez de députés pour tasser le gouvernement de l'Assemblée nationale. Je ne crois pas que ça soit réaliste. La troisième solution, qui est la moins pacifique, puis comme vous pouvez voir mon beau chandail, ce n'est pas la solution que je prône, mais c'est des pendaisons sur place publique. Rendu là, quand on est rendu dans autant une dictature avec aucune solution légale, il reste quasi juste la révolution populaire, mais je ne le souhaite pas. Parce qu'une révolution populaire peut nous mener dans le futur à être rejeté par les prochaines révolutions, puis c'est pas ça, génération, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, moi, la solution que j'amène, que je trouve la plus réaliste et faisable, c'est de trouver un député qui serait dûment élu, qui, à chaque fois, il y aurait un tour de parole à l'Assemblée nationale, mettrait cet enjeu-là de conflit d'intérêts sur la table. C'est-à-dire que, pour moi, la question est simple, c'est Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pourquoi est-ce que les ministres siègent ici, alors que notre job, c'est de les surveiller? Pourquoi est-ce que vous autorisez les ministres à siéger ici en conflit d'intérêts? Pourquoi est-ce que tout ça continue? C'est de le marteler tellement souvent que le monde, à un moment donné, réalise que les ministres, le gouvernement, ne sont pas supposés d'être dans notre Assemblée nationale. Il faut qu'ils sortent de là. Et tant qu'ils ne seront pas sortis de là, il n'y a rien qui va changer au Québec. Oui, puis, tu sais, par rapport à, comme on en avait discuté depuis moi, je pense que une option n'empêche pas l'autre. Même que moi, pour moi, les trois me sembleraient, en fait, solidairement, tu sais, puis conjointement solidaires. Parce que, tu sais, exemple, mettons qu'on parle du Parti libertarien ici, là. Mais là, on va dire, l'aspect utopique va être associé au fait de est-ce qu'il pourrait être porté au pouvoir éventuellement. Bon, ben là ça c'est l'autre affaire. Mais supposons que plutôt que de mettre leur dévolu sur Éric Duhaime ou Jonathan Blanchet, exemple, des partis que, bon, en tout cas, ben là, qu'on dit non, on met un parti pratiquement révolutionnaire au pouvoir, puis que là, il arrive là, il ne fait pas juste je veux dire, moi, j'abolirais l'Assemblée nationale. C'est carrément, là, je veux dire, si c'est majoritaire. Puis après ça, il y aurait des process qui pourraient se traduire par la troisième option. Puis, tu sais, puis sinon, je n'aurais pas besoin de tout simplement répéter que ça ne marche pas. C'est que je mets la clé dans la porte, là, tu sais. Mais en attendant, mettons, parce qu'avant de devenir majoritaire, il faudrait bien qu'il y ait un premier candidat qui mette un pied dans la porte. Puis, je veux dire, avant de mettre le pied dans la porte, il faut mettre un pied dans la place. Fait que là, mettons que ça, c'est moi, là, je peux au moins me servir de mon tour de parole pour rappeler que là, il y a au moins un niveau très fondamental, très de base. L'Assemblée nationale est illégitime et même, à toute fin pratique, illégale, si on peut dire, parce qu'on parle de l'article de la loi sur l'exécutif, puis législatif. C'est bon. Exactement, complètement. C'est comme si le procureur qui te poursuit en cours allait s'asseoir à la place du juge. On peut facilement considérer que le jugement n'est pas valide. Puis, donc, c'est la même chose pour toutes les lois qui ont été votées depuis les années début 70, on va dire.
Depuis que l'Assemblée nationale a été constituée, on se retrouve avec le gouvernement, l'exécutif qui siège puis qui fait n'importe quoi avec la législature. Donc, on devrait et on pourrait revenir exactement au 31 décembre 1968, puis tout ce qui vient après peut être jeté aux poubelles. Parce que ça n'a pas de sens que l'exécutif décide de ce que fait le législatif. C'est pas comme ça que fonctionne une démocratie. Mais c'est ça, si on se penche un peu plus sur ce fameux décembre, whatever, 1968 là, parce que Oui. tu y accordes une importance manifestement quand même assez majeure, toi aussi, même si tu n'as pas la même lecture que Blanchette puis Michel Lebrun. Fait que là, mais pourtant, c'est quoi qui s'est passé? Je veux dire, moi, ma lecture de la chose a toujours été, comme j'ai dit tantôt, là, il enlève le conseil législatif, big deal. OK, oui, c'était un petit peu plus dictatorial, mais en même temps, c'est un peu. Ça ne change pas l'essence du problème comme on l'a vu. C'est déjà très, très oligarchique comme système, là, très antidémocratique. Fait que, OK, oui, tu enlèves un élément, c'est plus plate, c'est plus con, mais en même temps, au moins, ça rend un peu plus efficace. Tu n'as pas besoin de passer par 2 puis 3 piquets de validation. Bon. Big deal. Moi, je ne veux pas la tête arrête de te tourner à cause de cet élément-là en particulier. Je trouve que c'est une perte de temps et de mettre attention à une mauvaise place. Mais toi, comment tu vois ça? Déjà, pour comprendre un peu d'où est née l'Assemblée nationale, il faut, puis là, je vais vous repartager mon écran dans quelques petites secondes. Je vais sortir le document. T'es bon, t'es capable de faire un meilleur host que moi sur Restream, même en n'étant pas le host. Je remarque que je ne suis pas dur à battre, là. Je devrais avoir quelque chose à apparaître, là. Ouais, dans une petite seconde, je vais partager. Je ne sais pas comment tu fais ça. Ici. On va y aller comme ça. Bon, add to the scene. Parfait. Donc, on a ici ce qu'on appelle la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 14 décembre 1963, finalisée en 1960, finalisée en 63, qui s'appelle la Résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies. Et ça commence comme suit. Conscient que les peuples du monde sont, dans la Charte des Nations unies, déclarés résolus à proclamer à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, la dignité, la valeur de la personne humaine, l'égalité des droits de l'homme, etc. On déclare ce qui suit. La suggestion des peuples à une subjugation, à une domination et une exploitation étrangère constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme et contraire à la Charte des Nations unies et compromet la cause de la paix et de la coopération mondiale. Tous les peuples ont le droit de libre détermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel. Le manque de préparation dans les domaines politiques, économiques ou social ou dans celui de l'enseignement ne doit jamais être pris comme un prétexte pour retarder l'indépendance. Il sera mis fin à toute action armée et à toute mesure de répression de quelque sorte qu'elle soit dirigée contre les peuples dépendants pour permettre à ces peuples d'exercer pacifiquement et librement leur droit à l'indépendance complète et l'intégrité de leur territoire national. Des vœux pieux d'autodétermination. Je veux dire, les peuples devraient s'autodéterminer. Je ne sais pas qu'est-ce que le lien, excuse. Mais... le lien, c'est, peux-tu me dire pourquoi est-ce que le Canada prétend qu'on a besoin de l'accord des autres provinces pour être un pays indépendant et libre et se séparer de leur constitution? C'est bien écrit. L'autodétermination, c'est le droit de décider pour nous-mêmes. Viens pas me dire, Canada, que nous, Québécois, on a besoin de votre accord puis de l'accord des autres provinces pour me séparer de vous. C'est exactement ça que je veux dire, l'autodétermination. Oui, puis en plus, que ça, tu l'avais vu, les accords le statut de Westminster, je pense qu'il disait que c'est pratiquement de la frime, là, tellement que c'est contradictoire puis que ceci n'est pas valide, tout ça, cette institution qu'on appelle le Canada. Mais la seule chose qui est claire, c'est qu'en principe, ironiquement, contrairement à ce qu'on pourrait parler, c'est contre-intuitivement, c'est que les provinces sont elles-mêmes souveraines, déjà. T'avais-tu vu ça? Ça avait la même compréhension? Ou... Oui, effectivement, le statut de Westminster 1931, c'est l'abolition des dominions contrôlées par l'Empire britannique, qui statue que tous les parlements sont libres de voter, de légiférer leurs lois sans avoir à respecter l'acte de validation. Ouais. Donc,
Puis ça s'applique aussi à l'acte de l'Amérique du Nord britannique, parce que l'acte de l'Amérique du Nord britannique, c'est pas une loi canadienne, c'est une loi écrite par l'Empire britannique, par la reine Victoria. Donc, quand ils disent en 1931, vous pouvez écrire une loi qui contrevient, à partir de ce jour, vous pouvez légiférer en contrevenant aux lois de l'Empire britannique, ça inclut l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Ce que cet acte-là en 1931 du statut de Westminster vient dire, c'est que les 4 parlements qui composaient le Canada à ce moment-là, Canada qui n'était pas confédéré, mais fédéré par l'Empire britannique, se sont retrouvés libres et indépendants un de l'autre. Donc, suite à ça, en 1960-63, quand il y a eu les résolutions d'autodétermination des peuples à l'ONU, le Québec, le 31 décembre 1968, était entièrement libre et avait le droit d'abolir les conseils exécutifs législatifs définis par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique et de constituer son Assemblée nationale. C'est ça, c'est un point important, ça, que tu viens de dire, c'est ça. Mais Exactement. Parce que le point je comprends bien, de Lebrun puis Blanchette, c'est ce qui est un peu étrange pour des gens qui sont pour l'autodétermination. D'habitude, c'est non, c'est pas valide parce qu'il faut qu'on obéisse au Canada puis aux règles qui ont été faites pour nous par la reine. En plus, c'est même pas le cas, comme tu dis. C'est un peu ce que je trouve ironique de la chose, c'est que dans une volonté de régler les choses, ils veulent nous ramener dans un modèle légal et politique qui nous enlève l'Assemblée nationale, qui est l'outil qui nous permet de légiférer au Québec. Si on revient avant 1968, il faut revenir à l'acte de l'Amérique du Nord britannique ou les quelques lois qui sont venues après, mais on vient à peu près au même modèle, qui est un lieutenant-gouverneur avec 2 conseils. Puis pourquoi est-ce qu'on voudrait aller de l'arrière? Moi, ce que je veux, c'est aller de l'avant. En 1968, à la fin de 68, René Lévesque nous a donné un outil et un fondement qu'on peut utiliser aujourd'hui en crissant les ministres dehors pour aller de l'avant puis continuer ce qu'ils ont commencé. C'est-à-dire, OK, on a un organe législatif, on n'a pas encore de gouvernement au Québec, le gouvernement est de facto, il est encore nommé par le lieutenant-gouverneur qui, lui, est nommé par le premier ministre du Canada. Mais la loi sur l'Assemblée nationale a changé la définition du Parlement, puis le gouvernement est plus supposé d'être dans le Parlement. Donc, on a le début et le fondement d'un pays. Est-ce que tu veux que je précise là-dessus? Parce que ça semble... Finis ta pensée, OK. puis après je vais poser ma question, OK? Fait qu'on a un début, on a un fondement qui est l'Assemblée nationale, puis de dire que l'Assemblée nationale doit être abolie pour revenir au Conseil, pour moi, c'est de défaire l'outil qu'on nous a donné il y a déjà 50 ans pour aller de l'avant en tant que pays indépendant. C'est ça qui m'aide, c'est les dates. Quand tu dis il y a 50 ans, tu parles de 1968. Oui. Puis là, tu dis que c'est René Lévesque qui a fait cette loi-là, en 1968. Je n'avais pas réalisé ça. C'est pas lui exactement qui a fait la loi. Je pense pas que ce soit lui qui l'a écrit. Mais à ce moment-là, à cette date-là, si je ne me trompe pas, lui, il était au fédéral, puis je pense qu'il a été dans le premier parti nommé gouvernement après la création de l'Assemblée nationale. Fait que René Lévesque. Il n'a jamais été au fédéral, Lévesque, me semble. Oui. Ah oui? Oui. Avant qu'on ait notre Assemblée nationale, avant qu'on constitue l'Assemblée nationale, il est pas mal sûr que René Lévesque était au fédéral. Mais le fédéral du temps, c'était pas le même fédéral qu'aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier que le Canada a créé une constitution en 1985 qui n'est pas du tout l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Là. Fait que le modèle était un petit peu différent d'aujourd'hui. Mais l'idée que lui et sa gang, en 1968, 69, 70, puis on pourrait dire jusqu'en 73, 75, ils se sont servis de ce conflit d'intérêts-là pour nous mettre en place une base qui est l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que oui, OK, ils étaient en conflit d'intérêts eux aussi, sauf qu'ils ont rapatrié le Code civil, ils ont rapatrié le Code de procédure pénale, ils ont la loi 101 sur la langue française qui rend légal les textes de loi français au Québec. Donc, ils nous ont donné une base législative qu'aujourd'hui, on peut se servir. Le problème, c'est qu'après ça, le spectacle a continué, le gouvernement a continué de rester en conflit d'intérêts, puis ça l'a stallé là. Depuis le début des années 70, il n'y a plus d'avancement
vers un pays qui s'est fait parce que le lieutenant-gouverneur et ses ministres bloquent toutes les lois qui pourraient aller en ce sens. Mais dans les premières années de l'Assemblée nationale, on peut voir clairement que le but, c'était ça. C'est plus le Code civil du Canada qu'on a au Québec, on a le Code civil du Québec. C'est plus le Code de procédure pénale du Canada, c'est le Code de procédure pénale du Québec. Donc, mais là, l'Assemblée nationale, là, ça ne date pas de 1968, mais il me semble normalement ça remonte à Louis-Hippolyte Lafontaine quand il non, a ça, on amené parle du Parlement. Ça, on parle du Parlement, c'est pas la même chose. Non, mais le Parlement, je veux dire, le Parlement, tu comprends, on joue sur les termes, là, mais je veux dire, parce que, tu sais, le House of Commons, la Chambre des communes, je veux dire, c'est l'Assemblée législative du Canada. Je veux dire, là, ils n'ont pas les mêmes noms, mais c'est la même chose. D'ailleurs, l'Assemblée nationale, ils ont changé ça parce que, en réalité, ça devrait s'appeler Assemblée législative, Conseil législatif, tant au provincial qu'au fédéral, tu sais, là. Oui, ça devrait, puis c'est là que pour moi, j'ai jamais compris la chose, parce que le monde qui nous dit qu'on est une province du Canada, je comme en vertu de quoi? Parce que au Canada, ils n'ont pas une assemblée nationale, ils ont une assemblée législative. Oui. Comment c'est pas la même chose? Fait qu'on on a vraiment un modèle différent au Québec qui a été commencé en 1968, mais comme je dis, ça l'a été stallé. Mais je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de si différent. Parce que là, la loi, si tu comprends bien, tu dis la loi sur l'Assemblée nationale, elle aurait été faite en 68, c'est ça? Pas la loi sur l'Assemblée nationale actuelle. Ça, c'est un point que Michel Lebrun m'a spécifié, que c'est vrai qu'il faudrait que je creuse un peu plus, qui n'enlève pas pour moi le point que j'amène avec l'article 4. Mais à l'origine, en 1968, ça s'appelait la loi sur le législatif. Ce n'était pas la loi sur l'Assemblée nationale. J'ai posé la question à savoir, parce que de ce que je comprends, Michel Lebrun, pour lui, le coup d'État, c'est la loi sur l'Assemblée nationale de 1982 et pas la loi sur le législatif de 68. Pardon. Mais je n'ai pas eu de réponse à savoir c'est quoi le problème en soi avec la loi sur l'Assemblée nationale, parce que pour moi, son article 4 est clair, là, elle sépare le pouvoir exécutif et législatif au Québec. En tout cas, ce qui est sûr, peu importe les dates, puis les noms, puis, tu sais, on s'entend, j'espère pour les téléspectateurs qui sont là et qui commencent à être mêlés, on peut tous s'entendre sur le fait que là, tu sais, Michael, puis là, moi un peu aussi, on vient de faire ressortir un gros os, là, un gros bobo, là, un gros nanan en même temps. OK? Puis c'est majeur. Là. Ça veut dire que si il y a un problème à retenir avec l'Assemblée nationale, là, c'est pas qu'on a enlevé le conseil législatif qui faisait juste rubber stamper anyway, là. Okay? Non, mais ça, je sais que vous répétez ça parce que vous entendez Jean Blanchet le dire, mais ça ne veut pas dire. Lui-même, c'est un répéteur. Okay? C'est pas parce qu'il dit quelque chose que c'est intelligent. Excusez. Fait que, mais le vrai problème, Michael vient de le dire, s'il y en a un à retenir, c'est ça. C'est que les ministres ils siègent sur l'Assemblée. Ça, c'est majeur. C'est un conflit d'intérêt fondamental. Puis quand on dit fondamental, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est le fondement de tout problème au Québec. Tu aurais beau me parler de la corruption, tu aurais beau me parler de la fraude sociale, tu aurais beau me parler que nos hôpitaux tombent en ruine, nos écoles tombent en ruine, tu aurais beau me parler qu'ils se votent leur propre salaire. Tous les problèmes du Québec découlent de là. On a des ministres qui siègent dans la législature, puis tu pourrais me nommer n'importe quel problème du Québec. Si on règle ce problème-là, c'est juste mettre un plaster. Mais remarque, I beg to differ rendu là, moi, personnellement, parce que la meilleure preuve, c'est prendre, mettons, la France et les États-Unis, des systèmes présidentiels. Donc, je veux dire, même moi, je vais être le premier à dire que c'est mieux fait. C'est plus séparé, tu as plus de contre-pouvoir. Mais c'est pas des pays où ça va si bien que ça. Définitivement. Définitivement. Ici, on rentre vraiment dans la catégorie philosophie politique, si on veut, de commencer au Québec en ce moment. Quelle forme ça prend, puis où est-ce qu'on se fait avoir. Puis pour moi, c'est exactement là qu'on se fait avoir. On nous fait croire qu'on élit le gouvernement. Ça, c'est pas vrai. Oui. On nous fait croire que c'est correct qu'il soit dans la législature quand c'est pas vrai. Exact. Ouais. Puis ça, tant que ce problème-là ne sera pas réglé, il n'y a aucun problème au Québec qui va se régler, zéro. Mais même là, à mon sens, c'est une des explications majeures pour lesquelles le Québec, c'est vraiment pire qu'ailleurs, même que le Canada anglais, même pire que les États-Unis, puis pire que tout. Mais on nous fait croire, comme tu dis,
des choses aberrantes, là, hallucinantes, que je veux dire, un peuple intelligent ne serait pas censé embarquer là-dedans, comme cette affaire-là de conflit d'intérêts, mais aussi le socialisme. Je veux dire, ici, là, on nous vend ça, là, je veux dire, avant, tu avais comme nom à Doge Québec, ça veut dire que, les deux, là, on a une affiliation avec ce genre de libertarisme-là qui est pratiqué en ce moment aux États-Unis. J'aimerais ça qu'on y vienne dans notre prochaine question, justement. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut parler de qu'est-ce qu'on peut bien penser et dire de ce fameux Trump, là. Mais toi et moi, on s'entend que là, faire un Doge au Québec, ça paraît ça. On peut toujours définir des choses de base. Sauf qu'ici, au Québec, ils n'ont même pas encore compris que le socialisme, là, c'est pas exactement la meilleure chose. On est en arrière sur tout, c'est pas compliqué. Oui, on est tenu en arrière. Oui. J'aime pas ça, moi, tomber dans, comment dire, l'autoflagellation du fait que beaucoup de gens vont faire des pauses comme on est donc bien cave au Québec d'avoir élu ces gens-là, mais on n'est pas cave au Québec. Il y a des gens qui nous prennent pour des caves, puis on nous a juste pas appris des termes comme séparation des pouvoirs législatifs et exécutifs parce qu'ils veulent pas qu'on l'apprenne, mais c'est pas qu'on est cave. Puis c'est pas la réalité parce qu'on n'a jamais élu ces gens-là. Ils ont été choisis par le lieutenant-gouverneur. Fait que, moi, c'est un point où j'aime pas ça tomber dans le on est donc ben cave au Québec. OK, on n'est peut-être pas le peuple le plus brillant, mais si on se réunit autour de la question puis qu'on réalise que les ministres n'ont pas d'affaires dans l'Assemblée nationale, peut-être qu'un jour, on va pouvoir arriver à quelque chose, là. Ce qui est sûr, c'est que ça commence par le genre de choses, de démarches qu'on fait à soir. Il faut qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un, que ce soit même juste deux personnes, qui font un stop à la niaiserie. Et au même titre que ce que tu dis, qu'il y a un suivi d'un député dans l'Assemblée nationale qui dit Hey, gang, vous êtes en inégalité. Il faut que quelqu'un arrête là, le flot de verbiage, là, puis ou ce qui n'est pas mieux, hein, comme on disait tantôt, le flot de verbiage, c'est l'opposition contrôlée, d'envoyer sur le mauvais chemin, d'envoyer sur le mauvais problème. Conseil législatif, conseil législatif. Regardez, si c'est pour répéter quelque chose, répéter un vrai problème plus fondamental que celui-là, au moins, s'il vous plaît. Là. Exactement. Puis même sans parler d'opposition contrôlée, je veux dire, c'est tellement vicieux parce que, pardon, même un député qui aurait un bon cœur et une bonne volonté, par exemple, qui rentre à l'Assemblée nationale, puis qui ne réalise pas ça, va jouer le jeu de l'opposition. Mais s'opposer aux idées des ministres dans l'Assemblée nationale, c'est juste jouer leur jeu parce que ça inclut que tu acceptes qu'ils soient là dans l'Assemblée nationale à débattre avec toi. Puis pour moi, la question est claire. Les ministres ne devraient même pas être à l'Assemblée nationale pour débattre d'aucune question. Puis il y a quelques semaines, c'était-tu pour Stablex ou une histoire comme ça? Il y a eu un article de journal qui moi, m'a fait exploser le cerveau. Le titre, en gros, c'était Legault obligé de légiférer. J'ai comme, ben voyons, Legault, c'est le premier ministre. Sa job, c'est pas de légiférer, c'est d'exécuter. C'est rendu qu'ils nous le mettent en pleine face puis qu'on on le réalise pas. Fait que même les députés de bonne volonté, si ils martèlent pas le clou que les ministres sont pas supposés de débattre en chambre législative, c'est embarquer dans leur jeu puis c'est y donner une légitimité. Mais tu me fais penser à quelque chose d'assez important qu'on n'a pas parlé ou même abordé ou pensé à date, en tout cas à date, jusqu'ici, à soir. Puis c'est faudrait que ça marche comment, selon toi? Exemple, là, je prends un micro à l'Assemblée nationale, vous êtes en infraction, vous n'êtes pas censé être là. Oui, mais il a été mal designé, ce système-là. Il est tout croche. Regarde, c'est juste l'exécutif, bon plaisir, le gouverneur général, c'est un tissu de conneries. Fait que là, on fait quoi? À part de tout démanteler comme moi, c'est pas pour raison de plus pour moi que c'est la vraie solution, mais quelqu'un qui veut traficoter, parce qu'on est bon là-dessus au Québec, hein, on ne veut pas mettre la maison à terre, on veut changer. Si on chauffe le dehors, toutes les fenêtres sont pétées, on va changer le cadre de fenêtre. Bon, mais ce serait quoi un petit fixe, là, du genre, petit fixe facile et des solutions faciles à court terme du genre que les Québécois aiment? Ça serait quoi quelque chose après toi là, pour qu'on ait un exécutif qui soit un peu plus qualifié, qui soit un peu plus légitime? Un fixe facile et simple, je pense pas qu'il n'y en ait pas. Ça se résume dans l'absolu en les ministres doivent sortir de l'Assemblée nationale, tout simplement. Ça rentre pas du tout dans la définition de la démocratie que l'exécutif siège dans le législatif, tout simplement.
À part ça, c'est pas pour être cynique, mais j'en vois pas d'autres solutions légales à part que de marteler le problème, là. Mais si on continue, on cogite, je parle France à haute Ouais. voix. C'est vrai, tu as raison, il faudrait les faire sortir de l'Assemblée nationale. Faire sortir le mauvais, là. Mais là, est-ce que ça ne serait pas déjà un peu plus correct de dire, parce que là, le lieutenant-gouverneur, c'est encore une cochonnerie, je veux dire, il faudrait, je veux dire, d'un, faire la souveraineté, pour vrai, de deux, se séparer de la couronne britannique, du Canada, c'est une niaiserie-là, puis on verrait déjà un peu plus clair. Donc, si on se parle du principe que l'Assemblée nationale est censée être souveraine, là, le vrai souverain est censé être là. Hein? Oui. Fait que là, elle pourrait, elle, nominer, hein, désigner des exécutants, donc ce qui serait l'exécutif, ce qui ressemble un peu à la fonction publique actuelle. Hein? Fait que là, ça sert déjà plus cohérent et plus global. Là. Ça ferait comme des espèces de super fonctionnaires qui seraient en haut de la fonction publique, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, définitivement. Si on a un gouvernement reconstitué, une branche exécutive, elle doit être constituée sous le pouvoir de l'Assemblée nationale. Ouais. C'était prévu comme ça. C'est ça qui nous a mené au problème d'aujourd'hui, c'est-à-dire que notre gouvernement, il est de facto, il n'est pas constitutionnel, il n'y a aucun vote, aucune élection. Depuis qu'on a constitué l'Assemblée nationale, puis que le gouvernement a été sorti de la définition du Parlement, il n'y a aucun gouvernement qui a été constitué sous le pouvoir de l'Assemblée nationale. Donc, on a vraiment deux systèmes légaux et politiques au Québec. On a le côté constitutionnel, qui est l'Assemblée nationale, 125 députés élus par suffrage, qui est complètement démocratique. Et de l'autre côté, on a les Encore là, ruines. c'est encore drôle, là, parce que le super mode de scrutin qu'on a là, c'est de la boîte un peu, Ouais, mais bon. ça c'est autre chose. Moi, quand que je fais les calculs mathématiques, 3 à 5 pour être nommé au gouvernement et 10 à 12 pour être majoritaire, ça fait aucun sens. Fait que ça, c'est sûr que c'est un autre problème. Mais ultimement, c'est sûr que ça prend un gouvernement constitué sous le pouvoir de l'Assemblée nationale pour être sûr que la législature n'est pas envahie par l'exécutif. Il faudrait que tu reviennes à ces calculs-là. Tu me les avais déjà partagés. Là, tu l'as dit vite, vite à Sauvette de même, mais non, ça mériterait une explication. Là. Ce serait ce que. Je peux faire ça avec des chiffres simples. Si on met ça à 4 parties, ça veut dire que pour être nommé au gouvernement, ça te prend 25 plus 1. On va dire 26 des sièges. Puis si tu prends les 26 des sièges, ça te prend. Pourquoi 25 26 ça sort d'où, Parce ça? qu'il y a 4 parties. 4 parties, c'est-à-dire si on les met à vote égal, ça fait 25 chaque. Pour qu'il y en ait un qui soit nommé, il faut qu'il y ait Il 1 n'y en de a pas plus. 5 avec Éric Duhem maintenant, non? Non, c'est un exemple que je donne. C'est juste un Okay. exemple. OK? Fait que si on met ça, par exemple, à 4 parties, ça fait 25 par partie, donc 26 pour être nommé au gouvernement. Mais ces 26 de sièges-là n'ont pas besoin de 100 de leurs électeurs. Tu as juste besoin de 26 des électeurs des sièges. Donc, on se ramasse avec, disons, 25 de 25 ce qui fait à peu près 6 ou 7 du vote populaire pour être nommé au gouvernement. Ça, cet effet-là est encore pire quand tu rajoutes des partis. Fait que si on parle de 10 partis, on parle de 11 de 11 donc on parle à peu près d'1,5 % pour être nommé au gouvernement. Pour ça, tu comprendre pourquoi le 25 de 25 ou 11 de 11 mais OK. c'est Parce justement. que pour être nommé, ça te prend plus de sièges que les autres partis. OK? Ouais. Si tu es Ouais. 4 partis, donc ça te prend 25 des sièges pour être nommé. Parce qu'on s'entend, parce que juste pour le monde, j'essaie de parler pour le monde, Oui. tu n'es pas en train de parler de suffrage à l'élection, comme le genre de disproportion qu'on dénonce quand on parle de mode de scrutin, en voulant dire, Éric Duhem, il y a eu 13 puis des votes globaux, puis il y a 0 siège. Non, on parle vraiment de comment notre vote monte jusqu'à l'élection des députés. Puis après ça, la nomination du gouvernement. Donc, selon la coutume du lieutenant-gouverneur, lui nomme celui qui a le plus de sièges. Donc si tu as 4 partis, ça prend 25 des sièges pour être nommé. Mais chacun de ces sièges-là n'a pas besoin de 100 de ses électeurs. Ils ont besoin de 25 des électeurs plus que 4 partis qui peuvent être nommés dans le siège. Donc, si tu ramènes ça sur la totalité de la population,
Ouais, ça te prend juste un bassin de 25 ouais, de 25% pour être nommé au gouvernement. Fait que plus ouais. tu rajoutes des partis, plus le pourcentage descend, parce que là, on fractionne les votes. Fait qu'à 10 partis, on parle de 1,5% peut-être pour être nommé au Puis, gouvernement. Là, ça je fait me aucun souviens quand on sens. en avait parlé en privé, moi, ce que ça m'avait amené à dire, c'est quand tu réalises ça, tu réalises comment que ce système-là peut facilement être instrumentalisé hein, par un parti ou un autre. Puis il y a une efficacité là-dedans qui fait en sorte que tu vois que. Parce que, en fait, ton explication est en deux parties. Elle inclut le système, le dysfonctionnement du mode de scrutin, mais elle ajoute en plus à ça la nomination au niveau du Conseil des ministres et du gouvernement. Exactement. Fait que c'est deux choses qu'ils mettent ensemble et qu'ils utilisent pour. C'est deux disproportions pour le prix d'une. Fait que tu comprends doublement que quand il arrive au pouvoir, le parti élu au pouvoir, il veut surtout pas changer cette recette-là. Non, non, vraiment pas. Si tu es capable d'aller chercher, tu Ben fais une oui, bonne campagne oui, ciblée, c'est par ça. exemple, je sais pas, tu vises les boomers, par exemple, en Exemple. Ah oui. CHSLD, ben, il suffit juste d'aller chercher une concentration de vote assez importante que tu vas chercher un bassin Oui. de 25% des sièges et 25% de la population de ces sièges-là. Tu viens de gagner la nomination au gouvernement, là. Fait que ça prend un moindre effort, une opération médiatique ciblée, puis leur bassin de vote, ils l'ont, puis ça prend pas Oui. grand pourcentage. Là. François Legault en est à la preuve exemplaire. Il est arrivé avec un parti créé de toutes pièces, c'est cette caque de caca-là il a trimé ça avec une coupe de péquistes déçus, puis une coupe d'adéquistes aussi. Là, puis, fait que là, il a mis ça ensemble, mais il est allé chercher la taille critique qui a permis justement d'instrumentaliser les failles du système. On voit qu'Éric Duhem il essaie de faire la même chose, mais lui, il n'a pas atteint encore la chose critique. Là, mais c'est quasiment un fonctionnement révolutionnaire. On dit que ça prend 3% des populations bien mobilisées pour réussir à faire une révolution. C'est quasiment une sorte de système similaire à ça. Là. C'est exactement ça, parce que si eux sont capables de le faire, ben, c'est le même principe pour nous. Si on est capable Oui, de cibler un bassin ben oui. concentré de 5 à 10% des votes, c'est fait. Là. C'est ça que je dis C'est le depuis le même début, principe moi, de au notre côté. niveau Stettin ou Ottawa, ou ça, hey, on n'a pas besoin de beaucoup pour renverser un gouvernement. Mais vu que les gens ne sont pas capables de se mobiliser, on peut aussi bien utiliser ce super système ultra inégalitaire. Puis s'ils peuvent le faire, on peut le faire. Exactement. C'est pour ça, quand tu dis ouais, c'est quasiment utopique de penser qu'un parti puisse prendre le pouvoir. Hein. Mais je te dis, c'est encore drôle, surtout quand tu vois comment il est crosseur de même, ce système-là, puis qui est profondément oligarchique. Puis, La raison pour laquelle je trouve ça utopique, c'est pas que c'est pas faisable, c'est que ça prend une concentration dans des circonscriptions. Fait que tu prends l'exemple d'Éric Duhem en termes de pourcentage de population, il l'a, mais c'est tellement séparé au travers les 125 circonscriptions que la concentration n'est pas là. Fait que pour créer cette concentration-là de vote, il faudrait nécessairement que les gens qui embarquent dans ce plan-là déménagent dans des circonscriptions précises, s'entendent ensemble et dire, regarde, on va être 5000, et on rentre dans ce quartier-là, dans cette circonscription-là, c'est juste 17 000 personnes, fait que même qu'on rentre avec notre 5000, ben, on va faire passer quelqu'un au vote, tu sais, mais c'est dans ce sens-là que je trouve que c'est utopique, c'est-à-dire que je ne pense pas que les Québécois soient prêts à ce point-là à dire, ben, je vais déménager pour la cause. Tu sais. avec le système, comme tu fais ressortir, qu'on a, qui est non seulement nominal, mais qu'à cause de ça, il est vraiment basé sur les circonscriptions. Pour aller chercher je ne sais pas, moi, ça prend au moins, comment tu dis, à peu près un 25-30% de l'électorat pour te faire, au moins pour une circonscription X, pour le faire rentrer. Mais ça, pour aller chercher ça, tu ne peux pas juste focuser sur une classe de population. Il faut que tu aies quelque chose un package global qui fait un peu plaisir à tout le monde, bien électoraliste, là, à la Legault, mais aussi à la Duhem. On va aller chercher les vieux, on va aller chercher les ça. Il faut essayer de rien faire pour faire plaisir à tout le monde. Là, puis rien ne va changer, puis chacun va avoir une petite cuillerée. Ah, ça déjà, c'est plus gagnant. Mais je ne sais pas si vous réalisez pourquoi que
la fameuse division là-dessus, puis là, dit oui, mais c'est ça, tu tires sur du M et Blanchette. Rien compris, là. La division est déjà là. Il y a déjà plein de partis différents qui se battent pour les mêmes électorats. Fait que là, puis en plus, c'est des partis, justement, tu sais, qui sont non. Qui n'amèneront pas un changement réel. Si on veut un changement réel, il faut vraiment qu'on flush ces genres de positions contrôlées-là qui font rien que diviser le vote pour rien, puis essayer de faire la petite part du jeu, mais ils seraient partout au pouvoir, ça ne ferait rien. C'est toute part de là. Toute part de vraiment catcher, dire OK, on peut-tu, tu sais, comme toi, tu as dit, ouais, je supporte Charles V, Parti libertarien, on peut-tu dire on veut ça? Puis on flush qu'est-ce qui n'est pas ça. Là, déjà, on peut parler de quelque chose. Mais si je parle d'exemple de l'immigration, ici, je sais que 60% des gens, là, Chicoutimi, ils sont en train de l'immigration massive. Fait que, tu sais, il n'y a aucun parti qui parle de ça. Tu sais, c'est pas si dur d'aller chercher des enjeux qui vont rassembler du monde puis parce que les gens sont vraiment fâchés. Là, tu sais. Parlant de ça, de tout ce qui est une vraie position ou pas, on parle-tu de Trump un peu? Allons-y, je suis prêt pour ça. Bon, OK. Fait que là, je commence avec une petite colle, tu sais. Light quand même, tu sais. Parce que là, nous, on sait que quand on parle de Trump, ça peut, ça peut un peu dégénérer. Fait que là, donc, on va simplement. On sait que toi et moi, on est pour le programme Doge. On trouve que ça a bien de l'allure. C'est un très bon début. C'est un très bon dénominateur commun pour tout le monde, là, qui est un peu de droite, on va dire, ou qui voit un peu les premières choses à faire de base. Fait que toi, comme moi, tu es d'accord avec ce programme-là, mais tu n'es pas un pro-Trump, puis tu n'es pas donc un Trumpiste ni un QAnoniste pour autant, malgré ce que semble indiquer tes poses des fois. Non, je ne suis pas un Trumpiste, je ne suis pas un QAnoniste, je suis un légaliste. Puis pour moi, ce qui m'intéresse, c'est, écoute, on vit dans un monde légal, on vit dans un monde politique. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est les politiques. Donc, si on parle des actes légaux signés par Trump, ses décrets, puis tout ça, je suis majoritairement d'accord avec ce qu'il fait. Je vais souvent sur le site de la Maison-Blanche pour lire les décrets. Parce que, bon, moi, les histoires de Trump a déclaré ceci, Trump a déclaré cela, c'est pas vrai tant que l'acte n'est pas déposé sur les registres publics des États-Unis. Fait que moi, je me fie à la Maison-Blanche, je vais voir les décrets. Puis pour ce qui est des décrets pour la majorité, je trouve qu'ils sont super. On parle vraiment de protéger pour vrai la liberté de religion, protéger les chrétiens, protéger les enfants, protéger les femmes. Il y a des décrets économiques qui s'est fait. Puis je suis 100% pour ce que Trump fait en termes d'actes légaux. Mais Trump, c'est pas mon président. C'est pas le président du Canada, c'est pas le président du Québec. Trump, c'est le président des États-Unis, puis je ne m'attends pas à ce qu'il fasse quoi que ce soit pour moi. Je ne m'attends pas à ce qu'il fasse quoi que ce soit pour les Canadiens et les Québécois. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour son pays. Il est là pour. Donc, OK, il y a peut-être des actes légaux qui vont avoir des impacts sur les Québécois, des impacts économiques sur les Canadiens. Mais so what? C'est pas mon président, c'est pas notre président. Je comprends pas pourquoi que le monde s'attend à ce qu'il prenne des décisions bonnes pour nous. Il n'est pas là pour ça. Faut juste exiger de nos représentants qu'ils prennent des décisions bonnes pour nous, comme Trump fait quand il prend des décisions pour son peuple, tout simplement. D'où le principe de l'excellent nom que tu avais, là, que tu as changé. Dans ce live-là, on aborde tes deux noms, dans le fond. Là. Dans la première partie, on parlait d'anti-ministre à la SNAP, donc ça dit ce que ça veut dire. Mais là, avant, c'était Doge Québec. Parce que de dire, c'est brillant comme impression, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés un peu, pour aussi dire. Mais tu sais, puis ça fait écho exactement à ce que moi j'avais dit quand je suis allé dans le live du podcast, donc André Leboeuf, puis tout ça. C'est donc, j'avais dit, écoutez, c'était un peu ridicule, c'est même bébé, c'est quasiment pathétique de penser que Trump va venir faire la job pour nous. Je veux dire, au pire, mettons, parce qu'on va donner la 51e État, ça va tout régler. Trump, il n'a pas l'air d'un épais à temps plein non plus. Là. Pourquoi que, déjà, s'il fait ça, là,
ça va être, tu sais, je veux dire, il va se battre contre une opinion publique à 3/4 contre lui, là, juste de faire ça. Fait que s'il est intelligent pour 2 scènes puis il l'est, il va faire comme la plupart des conquérants font tout le temps, c'est que tu laisses un maximum d'autonomie gouvernementale au peuple que tu conquiers. Tu dis que moi, je peux juste être le chef, mais je vous laisse gérer ça comme vous voulez parce que tu ne veux pas avoir une révolution, tout ce qu'il faut non plus. Donc, il ne va surtout pas venir désocialiser le Québec, qui sont tellement, avec les Québécois, tellement attachés à leur vache sacrée. Hein, c'est comme nos acquis sociaux. Ouais, donc, ton système communiste, tu fais partie de ton identité, on va l'appeler la Révolution tranquille, puis tout, puis c'est bien important, on regarde ça. Je veux dire, il n'y a aucun, à date, là, que ce soit Charest, que ce soit les conservateurs du Canada ou du Québec, que t'es game même de toucher à ça. Là. Puis Le socialisme. on pense que l'Américain va venir de l'extérieur faire ça, alors qu'il est déjà haï là, avec les déjà qui en rajoute avec qui mieux. C'est pratiquement irresponsable de la part des influenceurs de faire miroiter ce rêve-là. Là. Si on veut qu'il arrive, il faut vraiment, comme tu dis, que nous, on dise bon, comment qu'on peut faire pour avoir un Doge au Québec? Genre avec le Parti libertarien, je sais pas. J'ai essayé, c'est vraiment pas parce que j'ai pas essayé. Pour donner une idée à tes viewers, moi je suis ingénieur logiciel dans la vie, puis quand il y a eu les événements de Doge avec Musk aux États-Unis, le monde va peut-être se rappeler que l'équivalent au Canada, qui est Affaires mondiales Canada, ont fermé leur site web pendant quelques heures. Tout le monde a crié, ils ont effacé leurs données, tout ça. Ce qui n'était pas vrai. Moi j'ai des raisons de croire, des preuves informatiques que je crois plutôt que la base de données a été copiée et récupérée par quelqu'un. Je ne serais pas prête à m'avancer à dire que c'est Trump et Musk, mais je sais que les données sur lesquelles j'ai mis la main sont des copies de la base de données originale. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé 500 milliards de dollars des subventions et contributions du gouvernement canadien. Donc, on parle de toutes les subventions depuis 2018. Puis j'ai écrit un programme informatique qui permet de lire, trier, analyser, puis chercher des informations dedans, 1000 fois plus efficace que le site du gouvernement. Parce que sur le site du gouvernement, si par exemple tu cherches pour un mot, un pays ou un thème, ils te sortent tous les résultats, mais ils ne te donnent pas de statistiques. Il faut t'additionner les chiffres à main, il manque plein d'informations, tandis que dans mon programme, ben, j'étais capable de dire, ben, OK, fais-moi la somme de tous les financements qui ont été, par exemple, pour la COVID. Fait que là, j'avais un total. Fait que je pouvais faire des recherches comme ça dans les chiffres, puis j'ai trouvé des transactions à des groupes terroristes de la région islamique du Bangsamoro qu'on appelle. Puis pour la plupart des subventions, c'est faut que tu sois woke enough, faut que tu aies des programmes LGBT, faut que tu propages l'idée d'une peur climatique, sinon tu n'as pas de subvention. Fait qu'une grosse majorité des subventions, ça va pour le wokisme, tout Un genre simplement. de woke. Exact. Puis Le même d'autres genre de choses. Même genre de choses que Musk avait trouvé aux États-Unis ou que, exemple, André Pitt, ça, il a fait ressortir ici pour le Canada, puis on voit toutes les mêmes Exactement, choses. de la fraude sociale, du détournement de fonds dans des Oh, oui. ONG qui ont aucun compte à rendre sur qu'est-ce qu'ils font avec l'argent. Fait qu'on parle de 500 milliards de dollars. Quand j'ai classé disons, par quantité sur les 500 milliards par organisme subventionneur, fait que au Canada, tu as par exemple pardon, tu as Affaires mondiales Canada, tu as l'immigration, tu as l'habitation, donc tu as les différents ministères et organismes. Donc, j'ai classé ces organismes-là par celles qui donnent le plus de subventions. Ce que j'ai découvert, c'est que sur les 500 milliards, il y a près de 200 milliards qui sont allés aux Amérindiens, aux immigrants. Sur ces 200 milliards-là, on parle d'à peu près 140 milliards pour les Amérindiens, le reste pour l'immigration. Et pour faire une comparaison, subvention pour l'habitation, on parle de 45 milliards. Donc, presque un quart des subventions sont allées pour l'immigration et les Amérindiens. Puis de notre côté, pour ce qui est de l'habitation puis de la santé, on a eu des miettes et des pinottes. Puis Donc, Dieu sait, c'est quelqu'un qui est pour
Autochtones, c'est bien moi, mais c'est juste que ça suffise à illustrer le non-sens, l'absurdité, l'iniquité. Il n'y a pas de. Je cherche pas la cohérence, la logique là-dedans. Non, non, il n'y en a pas. Puis je ne suis pas anti-immigration, puis je ne suis pas Ah non. anti-amérindien non plus, mais de là à dire que 2/5 des subventions sont allées pour ça, alors que nos hôpitaux puis nos écoles tombent en ruine, ça fait aucun sens, là. Faudrait complètement inverser les ratios, là. C'est qu'on leur donne 10, 20, 30, 40 milliards peut-être, mais 200 milliards sur 500, 200 milliards auraient dû aller en éducation puis dans les hôpitaux puis la santé, là. Tu sais, le libertarisme, tu sais, si on y venait une seconde, parce que j'ai un programme, j'ai quand même une forte inspiration libertarienne d'un sens. Je ne sais pas s'il y a bien du monde qui le disent ou qui ont allumé là-dessus ou qui le revendiquent ou qui l'assument, peu importe. Mais de réduire le temps à sa plus simple expression, c'est pas mal la philosophie libertarienne. C'est exactement ce que fait Javier Milei aussi en Argentine. Bon, c'est tout du monde qui s'aime bien et qui comprenne bien. Mais ce qui est trop, c'est qu'en se faisant, quand tu fais un programme comme Doge, si tu n'étais pas libertarien au départ, tu finis par le devenir. Tu finis par dire, justement, à force de que tu abolis des choses, tu vois des aberrations de même, puis moi, ce qu'elle faisait ressortir d'autres aussi. Je ne dénommerai pas tout, ça finira plus. Mais tu fais comme je dis, mais oui, mais c'était débile, qu'est-ce qu'on vient d'abolir, puis ça devient du non-sens, puis on a donc bien fait de l'abolir. Fait que tu sais, c'est comme une sorte de boule de neige, puis de se dire que vertueux, en fait, puis là, tu fais comme. Je trouve que ça, en même temps que tu dégraisses l'État, tu alimentes la philosophie libertarienne de dire, mais c'est donc bien. C'est pas juste, là, le gouvernement du Québec il est mal géré, le Canada il est mal géré, puis les États-Unis aussi, comme par magie, c'est mal géré partout. C'est donc bien pas bon, le modèle étatique. Tu sais, au-delà là, des spécificités que tu as dit, là, vraiment criantes parce que l'Assemblée nationale, tu te dis, donc, c'est-tu vraiment génial de dire, on va prendre sur un ensemble le plus vaste possible, on va donner un pouvoir à une minorité de personnes avec un lien d'autorité, tu sais, c'est eux qui décident, là, que ce soit la DPJ, que ce soit de ma PAC, on décide pour vous, puis vous n'avez pas votre mot à dire. Tu sais, quand tu y penses, c'est quasiment logique que ça n'aille pas bien. C'est comme c'est écrit dans le ciel. Ben, pour moi, le problème, il est simple, c'est pas nécessairement le modèle étatique, c'est pas nécessairement l'Assemblée nationale, c'est pas nécessairement le gouvernement, parce que des élites dirigeantes, il y en a toujours eu, puis il va toujours en avoir. Je pense pas que l'être humain va jamais se débarrasser de ça, il va toujours avoir une élite dirigeante. La question, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur des hommes qui sont dans ces institutions-là qui, pour moi, est pourri à l'os. Puis tout ça est probablement né d'une bonne volonté à un certain moment, à un certain endroit. Mais le cœur de l'homme est tellement pourri, tellement euh, gangréné par l'ego et ses propres intérêts qu'il détourne pour leurs propres intérêts. Fait que moi, j'ai rien contre une élite dirigeante. La question est de savoir, est-ce que cette élite dirigeante-là est là pour ses propres intérêts ou pour nos intérêts à nous, pour le bien des hommes et des femmes sous leur direction, tu sais. Puis, c'est là où je suis déchiré parce que ben, je fais plus confiance en aucun homme. J'ai compris que le cœur des hommes est pourri. Même moi, dans ma vie, j'ai été hypocrite, j'ai été menteur, j'ai été adultère de cœur, j'ai déshonoré mes parents. Tu sais, prends les 10 commandements de la Bible, je peux toutes les cocher, là. Fait que je peux même pas avoir confiance en mes propres capacités, là. J'ai été menteur, j'ai été hypocrite, puis on l'est toutes. Fait que ultimement, j'ai même pas confiance en aucun homme pour diriger ce genre d'institution-là, là. Ça peut. Tu réalises-tu que parce que tu dis ça, tu viens de démontrer ta supériorité sur le commun des mortels? Au même titre que Platon, que Socrate disait, tu sais, le début de la sagesse, c'est de commencer sa propre folie, ou Einstein disait des choses similaires, ou Saint-Pierre, je veux dire, pouvait dire à Jésus, il disait, pardonne-moi que je ne suis qu'un pauvre pécheur. Tu sais, je veux dire, lui qui le réalise vient. Je sais, comme on dit, ta voix est à moitié pardonnée. Le crime de ceux qui nous gouvernent, il est complètement inverse à ça. Eux autres, là, puis même par à n'importe quel fonctionnaire, quand on dit que c'est un système qui corrompt, qui est profondément pécheur, là, puis tu sais, je veux dire, si tu n'étais pas corrompu, tu vas être assez vite à embarquer dans ce système du mal-là.
Parle à n'importe quel fonctionnaire, là, je parlais avec la DPJ aujourd'hui, là. Essaye pas là, de leur faire comprendre qu'ils ont peut-être tort. Ils ont toujours raison, toi, tu as toujours tort. C'est tous des petits rois, des petits corrompus qui ne pourront jamais, eux autres, faire ce geste intérieur essentiel de l'homme que tu as dit, là, qui est un geste d'esprit, on va dire, d'esprit critique, mais de métacognition, de regard sur soi-même, puis d'abaisser son ego. Là, si tu fais juste t'abaisser, tu viens en fait de te mettre au-dessus. Et inversement, si tu penses à ouais, mais check, je suis sur table blanchette, je suis bon, je suis meilleur. Non, 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 c'est le contraire. Effectivement, je crois que surtout quand on parle d'élite dirigeante, on ne peut pas parler avec l'ego. On ne peut pas parler avec l'ego parce qu'il n'y a aucun homme meilleur qu'un autre. On a tous été hypocrites, on a tous été menteurs, on a tous été adultères de cœur. Puis j'aurais envie de dire, il y en a juste un qui ne l'a jamais été, mais personne d'autre peut prétendre avoir ce niveau-là. Puis comme tu dis, pour la majorité d'entre eux, ils parlent d'ego et de pouvoir, puis ça leur monte à la tête, là. Parce que moi, ce que tu amènes là, c'est quelque chose pour moi qui est aussi important, sinon plus, que la notion d'anarchisme et de libertarisme, puis c'est le principe de gouvernement par les sages. Je vais remettre le lien, c'est rare que j'en parle à stop, parce que ça n'intéresse pas grand monde, là, mais je vais remettre le lien, c'est un livre gratuit, contribution volontaire, là, puis que, je ne sais pas si tu l'avais envoyé, je te l'enverrai, puis c'est ça, c'est que ça se base sur Platon, mais c'est parce que, tu sais, quand ce que tu as dit tantôt, là, tu sais, que c'est pas grave qu'il y ait une élite, mais c'est de quoi qu'elle est faite, tu sais, là, de quel bois qu'elle chauffe en hiver. Parce que Platon disait de ça, il disait le tyran, dans le fond, c'est quand tu mets un idiot au pouvoir. Alors que pour lui, le meilleur système, moi j'appelle le gouvernement par les sages, lui il appelait celui du roi philosophe, ou l'aristocratie, gouvernement par les meilleurs. Tu sais, je veux dire, puis c'est pas des sociétés primitives ont ça, que ce soit les druides pour les Celtes, ou tu sais, tu parles de Jésus, mais tout, je veux dire, les rabbins, je veux dire, il y avait une sorte de théocratie qui était intéressante, pareil, là, tu sais, en Israël. Je veux dire, si tu veux, peut-être, tu sais, les Amérindiens, c'était le chaman, puis le chef qui était un peu sage aussi, et vice-versa. Fait que, tu sais, c'est ce système-là que ça prend. Tu sais, OK, oui, on ne peut pas tout le temps tout décider, mais en même temps, on veut qu'il y ait plusieurs contre-pouvoirs, que le peuple soit le plus impliqué possible, mais on veut que s'il pour avoir une unité, que ce soit des vrais meilleurs et non pas des pourris qui prétendent, qui font comme s'ils étaient meilleurs, puis qui sont pratiquement là pour leur intérêt, puis ils n'ont pas vraiment une vraie faculté de plus que nous, là. Exactement. Moi, un modèle que j'aime beaucoup, c'est beaucoup les modèles peut-être un peu plus côté amérindien, c'est-à-dire que tu avais, Oui, t'avais un chef de famille tu sais, qui prenait les meilleures décisions pour les 10-12 membres de sa famille qui habitaient sur son toit. exact. Puis ces représentants-là familiales Oui, se réunissaient entre eux pour voir entre eux qu'est-ce qui pourrait être mieux pour la communauté interfamiliale. exact. Puis j'aimerais bien revenir un peu plus à ce genre de modèle plus cellulaire-là, où la famille est plus centrale, où que les gens décident pour le bien de leur famille, puis qu'après ça, on se réunit pour savoir comment est-ce qu'on peut s'élever puis s'améliorer entre nous, là. Mais là c'est l'inverse, là. Les décisions sont prises en haut, puis après ça, ça descend vers nous autres, puis ils décident de ce qu'on fait dans notre chambre à coucher, là, tu sais. C'est Complètement ça, l'inverse de ce que je voudrais, là. Ah oui, puis tu sais, c'est ça, c'est littéralement ça. Puis dans notre cuisine, puis dans notre, tu sais, notre salle de bain, au niveau pharmacie médicale, vaccine, puis ça, vraiment, c'est du vrai totalitarisme que l'État est tout dans ta maison, dans ta chambre de jeu où est-ce que tu joues avec tes enfants, parce que là, l'État, il dit tout comment il faut que tu élèves ton enfant. Tu sais, c'est un contre-régime absolu, alors que ce que tu décris, ben, c'est tellement ça. Moi aussi, c'est mon inspiration majeure, notamment les peuples autochtones d'Amérique du Nord, parce qu'en Amérique du Sud, il y avait des empires qui étaient, assez centralisés, merci. Là. Fait que, tu sais, mais c'est ça, puis j'en parle avec des Autochtones, puis je leur dis, regarde, le libertarisme, pour moi, c'est ça. Là, je prends ce que tu viens de dire, puis je l'applique en ajoutant la notion des communautés, style éco-communauté, qui soit le plus autogéré, le plus autonome à tous les points de vue, y compris énergétiques. Ben, ça revient à ton principe de clan qui va avoir peut-être pas un chef, mais peut-être un représentant pour chaque communauté.
Puis là, ces différentes communautés-là peuvent commencer à faire des Quand projets. quand j'ai commencé mon parcours il y a environ 12 ans, c'est un peu comme ça, je l'ai commencé. Il y a peut-être des gens que ça va sonner une petite cloche, mais c'est pas tant connu. Le mouvement s'appelait Rénovons le Québec, puis j'ai marché de Saint-Jérôme à Québec en 21 jours. J'ai fait 600 km à pied en passant à la Rive-Sud. Puis, notre idée, c'est que j'avais développé une plateforme de vote unitaire. J'avais imaginé un genre de réseau social qui est séparé en 3 niveaux, c'est-à-dire le niveau ton quartier. Ensuite, tu avais le niveau la ville, puis tu avais le provincial, par exemple. Donc, l'idée, c'est de voir ça un peu comme un réseau social. Les gens pouvaient mettre leurs idées là-dessus, voter, puis à un certain pourcentage, ça remonte dans une branche un peu plus haute. Oui, c'est parfait, ça, c'est ça. Exact. Fait que l'idée, c'est, tu sais, tout le monde prend au moins 1 heure par jour sur Facebook à liker des photos de chats, mais à la place, Exact. les gens pouvaient aller sur notre plateforme puis lire un post qui dit Hey, on pourrait, pour être brillant, là, ben, 1 semaine sur 2, on met les poubelles d'un côté de la rue, puis l'autre semaine, on les met de l'autre côté de la rue. On sauve 50% du budget sur le gaz, sur le temps, sur l'entretien, puis sur les salaires. Fait que les gens voient ça, ils votent. Un coup que c'est assez populaire, ben là, tu as un politicien qui prend les idées qui sortent sur la plateforme, qui les expose publiquement, puis là, c'est voté plus officiellement. Fait que j'avais développé ça, puis notre but, c'était ça, c'était de marcher jusqu'à l'Assemblée nationale pour aller proposer ça. Puis ça a mal fini. On nous attendait armés, puis hélico, puis sniper à l'Assemblée nationale. Fait que, fait que la patente n'a jamais passé, mais c'était un petit peu ça l'idée, c'était de pouvoir prendre des décisions à plus bas niveau. Puis plutôt que d'avoir des politiciens qui imposent leurs idées pendant 4 ans, c'était plutôt des politiciens qui prennent les meilleures idées, parce que quand un cave se retrouve au pouvoir, ben, tu es sûr que les décisions qu'ils vont prendre vont être caves. Mais Ben oui, majoritairement, la population a du gros bon sens. Fait que les idées ben de oui, ben oui. cave finissent par être noyées. Tu sais. Puis l'idée, c'est un petit peu ça, c'était de noyer les idées de cave dans une plateforme de ce genre-là. Oui, c'est Fait sûr. que c'est ça qu'on avait proposé, là, puis non, ça n'a pas bien fini. Ce qui est sûr, c'est ça, c'est que, en fond, on peut résumer ça comme étant le principe d'aller vers le bottom-up plutôt que le top-down. Fait que si tu fais ça, tu ne te trompes pas. Puis je pense que c'est l'essentiel du libertarisme. C'est ce que dans la nomenclature que tu as pris, quelqu'un pourrait dire ouais, le quartier, ça c'est moins intéressant. C'est au niveau national, là, c'est là que ça devient intéressant. T'as pas compris. Retourne voir les peuples autochtones. Quand ils réunissaient en confédération, là, c'est parce qu'ils étaient vraiment mal pris. Là. Puis même chose pour les Celtes, même chose pour les Grecs. Bon, quelqu'un va me dire qu'ils sont tous fait conquérir, mais c'est une autre affaire. L'idée, c'est que c'est justement pourquoi qu'on est pogné avec des gros États modernes comme ça, c'est à cause qu'il y a toujours des conquérants qui pensent juste à la violence, à la guerre, au pouvoir, au contrôle. Puis après ça, c'est pas surprenant qu'on se retrouve pogné dans des États où c'est encore ça qui est le dénominateur commun. Puis ça, il disait, on est des États qui sont basés sur la violence organisée. T'sais. Puis regarde cette violence organisée-là. Il arrive quelqu'un comme toi, avec des idées de même, là, qui sont pourtant juste du gros bon sens, juste ramener du sens à bonne place. Puis c'est, hey, non, non, on t'attend avec. Puis moi, ça a fait la même chose hein, quand on a organisé le sit-in au début, le 15 mai là, 2021. On est arrivé dans une gang de style hippie, très pacifique, puis hey, c'était tout lambrissé, tout le rond-point là, en avant le Parlement de chars de police. Il y a la chienne, là, tu sais, là, il aime pas ça trop, des idées là, subversives. Ça n'a aucun sens. Puis moi, c'est ça qui m'a allumé parce que quand j'ai fait ça, j'avais 17 ans, peut-être 17 ans et demi, tu sais. Fait qu'on peut dire que j'ai été politisé toute ma vie, mais quand j'ai fait ça, moi, je n'étais pas politisé du tout. Je connaissais rien à politique. J'ai juste rencontré le gars qui faisait ce projet-là, puis j'avais les compétences pour l'aider, tu sais. Mais quand j'ai fait ma marche, puis je me suis rendu là-bas, puis que ben, sur 21 jours, on a eu 2 semaines d'hélicoptère. À tous les jours, un lieutenant de la SQ venait nous demander si on était armés. Puis que rendu là-bas, il nous attendait armés. J'ai rien compris, je comprenais pas, là. J'étais comme, j'étais un nowhere, j'ai 17 ans, on est deux, on arrive à l'Assemblée nationale, puis on m'attend armé. Je suis comme, et qu'est-ce que j'ai fait pour Petit, ben mériter oui, une t'es attente dans le armée, tu flow, sais? là, tu sais. Fait Ah, ouais. que je suis Pas revenu chez nous, traumatisant. puis ben c'est ça, ben je suis revenu chez nous, puis je me suis dit, ben je vais essayer de comprendre, mais c'est pas normal, là. Pas normal que mon gouvernement m'attende armé là, quand j'ai rien fait, puis que tout ce que je propose, c'est une idée de société, tu sais. Fait que, ils ont créé un monstre ce jour-là, puis leur pire ennemi,
je me suggérerais un jour de tout faire pour faire tomber l'Assemblée nationale. Puis un jour, je vais y arriver. Les ministres vont sortir de là, je te le garantis. soit Ouais. ça, ou il va falloir que ça se révolte parce que ça n'a pas de sens. Puis comme tu le sais, moi, je me suis engagé à réellement essayer de donner vie à ton projet. Là. Je le dis publiquement comme ça. Là. Moi, je veux être le député qui va arriver et qui va dire vous êtes en infraction puis vous n'avez pas d'affaires là. Peut-être bien que je me mets dans la merde juste de dire ça. Mais moi, ce que tu sais, quand tu as dit ce jour-là, ils ont fait de moi un monstre, moi, là, je me rends compte, chaque jour, ils nourrissent le monstre en moi. Là, chaque jour, je me radicalise, chaque jour, je deviens plus libertarien, je deviens plus anarchiste, je deviens plus anti-État. Parce que chaque jour, c'est comme le rabbit hole. Là. Une fois que tu commences à voir ça de même, là, hey, check la nouvelle niaiserie, check la nouvelle violation de mes droits, check le nouveau totalitarisme. Même dans ma vie privée, là, à un moment donné, je vais en parler plus, mais là, c'est beau. Vous voulez jouer à ça, là? Si vous voulez que ça soit une On guerre. va jouer le jeu. On va jouer. Jusqu'au bout, c'est correct. That's it, c'est une game d'échecs. Eux autres, ils bougent leur pion, nous autres, on bouge notre chevalier, puis c'est ça. Comme ça que ça marche. Tu sais, vu que tu as commencé à entrer dans le personnel, puis je suis content, tu sais, je devrais finir parce que, venez, c'est trop long, mais tu sais, on pourrait finir avec le genre de questions qui t'auraient été normalement posées au début. C'est que, tu sais, toi, tu as parlé un peu d'où est-ce que tu venais au niveau politique. Puis je sais que tu ne veux pas trop parler de ta vie personnelle, mais tu sais, au moins pour que les gens comprennent d'où tu sors, puis comment ça se fait que tu as ces connaissances-là, puis que tu manges en hiver finalement, notamment au niveau politique. Là, tu sais. Ben, c'est ça, dans le fond, comme j'ai dit, moi, ça a commencé un peu ce jour-là quand je me suis rendu à l'Assemblée Ouais. nationale. Mais dans notre parcours, j'ai rencontré un gars qui était un petit peu mon mentor dans le domaine, que beaucoup de gens connaissent de nom, mais que je nommerai pas ici. Puis il m'a posé une question simple quand on s'est connus, c'est, en fait, il m'a pointé une femme l'autre bord de la rue, il m'a dit, ça, c'est ta femme. Puis, j'ai fait comme, non. Il dit, ben oui, c'est ta femme. Il dit, il est où le contrat de mariage? Il dit, bonne question. Il dit, maintenant, tu peux-tu me trouver le contrat de mariage entre le Québec et le Canada? Fait que je me suis posé la question. Fait que quand je suis revenu de l'Assemblée nationale, c'est la question que je me suis posée. C'est est-ce que le Québec est vraiment une province du Canada comme ils nous le disent? Fait que j'ai passé plusieurs années à lire et à relire encore et encore la Charte des droits et libertés, le Code civil. Je dois être un des rares cinglés au Québec qui a lu au moins 8 fois le Code civil du Québec au grand complet. Je l'avais dans un tome physique, puis code de procédure pénale, puis lire de la loi encore et encore, les définitions, parce que chaque loi a ses propres définitions de mots. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré à faire tout ça tant que ça? Là? Je veux dire, globalement, OK, mais spécifiquement, là. C'est une bonne question, mais j'aurais le goût de te dire l'injustice. L'injustice, je suis une personne qui accorde beaucoup d'importance à la justice en général. Euh, Puis en regardant tout ça, j'ai réalisé à quel point c'est injuste, à quel point c'est cette poignée de crapules corrompus-là gère notre vie, gère mes poches, gère mon éducation, gère ma santé, puis que j'ai plus le droit de rien, puis qu'ils me prennent pour un irresponsable, puis qu'ils prennent leur population pour un irresponsable. Euh, Ce qu'ils ont fait pendant la COVID, tout ça pour moi, c'est de l'injustice pure et dure. C'est pas comme ça que fonctionne la justice. Tu sais, oui, plus tu parles, ça avait fait ça quand on s'était parlé privé, mais là, c'est juste encore plus ça. Je pense que les points communs entre toi et moi, entre nos philosophies respectives, sont majeurs. Je vais finir avec une petite colle, mettre un peu dans le pétrin. Là, mais, là est-ce que c'est envisageable pour toi, là, même si on a eu un petit accrochage aujourd'hui pour différentes raisons, de devenir peut-être un candidat libertarien aux prochaines élections? Malheureusement, je pense pas que ça soit possible. Non. Déjà parce que je pense que pour te présenter, il faut que tu aies un certain actif que j'ai pas du tout. Non. Juste sans Non, signature. juste une signature. Sans Euh, signature. Ce qui est dur, c'est chercher sans signature. Ben, je pourrais t'aider, c'est pas si pire que ça. OK. L'autre chose, c'est que faut pas le prendre personnel, mais je suis vraiment partisan. Je te supporte dans ce que tu fais à 100%, ça je te le dis depuis le début. J'ai jamais voté de ma vie, mais si j'avais à voter, ça serait probablement pour toi. Euh, Puis il y a aussi le fait que j'ai des problèmes dans ma vie personnelle, de la santé, de la famille qui est malade et compagnie. C'est très difficile. Je pense pas avoir les moyens de
de pouvoir m'investir autant que ça. Puis je voudrais pas te dire oui puis te décevoir au bout de Ouais. la ligne. Pour ça, je suis pas quelqu'un de fiable. Je pourrais te dire oui, puis ça arrivera jamais. Fait que je préfère te donner mon support, je préfère être là puis te dire je suis là pour toi puis te supporter dans tes affaires. Mais de là à dire que je me présenterai pour ton parti, peut-être pas. Euh, mais écoute, s'il y a quelqu'un dans mon coin qui se présente pour toi, ça me ferait plaisir tu sais, de travailler avec lui. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui, tu sais, je peux te dire que dans ma vie, c'est la deuxième fois en 12 ans où que je me mets devant une caméra. Euh, Parce que je suis vraiment du genre à travailler plus dans l'ombre, en arrière, du one-on-one, parler aux gens qui ont l'intérêt d'apprendre de ce que j'ai à dire, mais d'aller dans une opération plus large où est-ce que je vise plus de personnes, c'est un peu moins mon style. Fait que je crois pas, mais je suis vraiment de tout cœur avec toi. Puis moi c'est pas dans mon style de l'imposer, c'est même pas dans mon style de penser à ça. Je suis vraiment pas dans l'approche à Duhem et Blanchette, que c'est autre, ils n'ont pas avant ça, George Tiger, de dire on met un candidat dans chaque circonscription, c'est l'idée du siècle, même si c'est juste la vieille routine poche qui a mal vieilli. Non, moi, c'est parce qu'encore le cher maudit gouvernement qui nous met les petits partis, il y a un gun sur la tête cette élection-ci, on modifie les règles, de DGEQ, là, les fonctionnaires qui mènent, c'est une technocratie, c'est une preuve de plus, puis on dit ça prend 2 candidats minimum par parti chaque année. Ça, plus un paquet d'autres niaiseries, là, avec ça s'appelle ça la loi, je pense que je me souviens So même plus. much pour la démocratie, hein? Ah ouais, ah ouais. Puis ça, c'est quoi? On va faire un live probablement prochainement, le collectif des partis émergents, pour l'éplucher cette loi-là. On la voyait venir, mais c'est du totalitarisme en règle, mais tu sais, là, qui fait son entrée dans la société québécoise. Puis, en tout cas, fait que là, on est pogné pour jouer avec ces maudites règles-là. Mais fait que si on veut survivre, ça prend 2 candidats. Tu sais, pourquoi 2? Il faut prendre 2 candidats. Ah, t'es pas gagné 2 candidats, on te flush. Il te sortirait probablement une excuse stupide du genre parce que 2, c'est plus qu'un. Oui, ils ont décidé de sortir leur chapeau. Il aurait pu commencer par, justement, en forcer un. Ça serait logique. Tu ne pas dire qu'on fait un parti qui fait juste ramasser du cash. Puis moi, c'est ça que je visais, moi. Puis que je proposais même aux autres partis. Concentrez-nous sur une circonscription. Allez-nous la chercher. Plutôt que juste s'appliquer comme on est candidat à un peu de l'autre. Travaillez-là en circonscription. Allez chercher les députés et les candidats. Là, juste pour nous mêler, juste pour, plutôt que de te concentrer sur une, tu t'éparpilles sur 2. Complètement stupide. En tout cas, hein, on ne commencera pas sur toutes les affaires stupides qu'ils font, ça finira plus. Fait que j'étais bien content de faire ce live-là avec toi. Je te remercie vraiment. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir donné le temps sur ta plateforme. Oui. Puis je vais d'ailleurs la fermer parce que la plateforme est ma gueule aussi. Parce qu'en plus, ça me stresse. Des fois, StreamYard, là, tu perds ton live. Mais là, je pense que ça va être correct, là. Mais tu sais, j'ai le goût d'aller vérifier ça. Fait que merci encore d'avoir été là, vraiment. Je suis tellement content. Je te l'avais dit en privé, je vais leur dire à tout le monde. Je ne sais pas si tu as vu tout ce qu'il a dit, là, cette petite bombe de connaissances ambulante humaine-là. Là. Qui vous avait dit ça avant? OK? Puis qui vous parle de ces choses-là? Puis c'est majeur, OK? C'est comme un nez dans une face, mais on l'avait dans la face depuis le début, puis on ne le voyait pas. C'est juste tellement évident qu'on ne le voit plus. Exact. Puis c'est très fondamental. C'est comme on enlève cette carte-là, puis tout le château tombe. Puis pourtant, des bugs de même, j'en vois plein d'autres. Mais lui, c'est vrai qu'il est gros. Là. Puis, fait que, écoutez, c'est ça. Fait que j'espère que tu vas pouvoir quand même continuer à t'impliquer dans la société québécoise d'une façon ou d'une autre parce que tu es bon. Puis c'est ça. Ça prend d'autres des comme toi. Puis ça prouve que, justement, il y a de quoi à faire avec le Québec et les Québécois pareil. Ça fait plaisir. Puis si tu veux qu'on discute d'un autre sujet ou du même plus en profondeur, ça va me faire plaisir juste à m'envoyer un petit message. Puis on s'organise ça. Ouais, surtout pour être sûr de m'éclaircier ta stratégie facebookienne, là, parce que là, on n'a pas trop parlé, mais c'est ça. On peut prendre un petit 5 minutes pour que je puisse m'expliquer là-dessus. C'est assez simple. Il y a 3 jours, quand Trump a annoncé là, le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, il y a Alexis Cossette-Trudel qui a affirmé
qu'à 4 heures du matin, heure d'Israël, le cessez-le-feu était effectif. Mais moi, l'affaire, c'est que je suis toujours ça à partir de certaines sources très fiables. J'écoutais même des caméras en live puis tout. Fait que j'avais les alertes en live. Puis il y a bien eu beau dire qu'à 4 heures du matin, c'était effectif, ça ne l'était pas pantoute. Ils ont passé encore Incroyable. plusieurs heures. Juste dans les 45 minutes qui a suivi l'affirmation de Cossette Trudel, il y a eu un alerte rouge à toutes les 15 minutes pendant 1 heure. Puis ça s'est tiré dessus. Je me suis réveillé le lendemain matin, 8 heures, puis ça se tirait encore dessus. Ça l'a arrêté, puis ça l'a été effectif peut-être 1 heure plus tard, tu sais. Fait que moi, j'ai dénoncé ça, de dire, tu sais, si tu dis donc ben de la merde, tu sais, je veux dire, ton cessez-le-feu, il n'est pas effectif à 4 heures du matin, là, ça se tire encore dessus, là. Puis là, ben, il y en a un QAnon, qui a commencé à dire que j'étais un normie qui comprenait rien, tu sais, puis tout ça. Fait que, bon, je suis rentré en débat sur Q et tout ça. Puis moi, je ne crois pas à ça. J'ai des preuves informatiques que Q, ça ne peut pas être personne d'autre que l'administrateur du forum 8con. Fait que tu sais, j'ai C'est quoi ce jamais embarqué. forum-là? C'est le forum où les premiers Q-drops sont apparus, là. C'est un forum style 4chan, là. OK. Mais il y a des traces informatiques sur ce qu'on appelle les trip codes. C'est la petite série de chiffres et de lettres qui prouvent ton identité, même si tu es anonyme, là. C'est impossible de reposter 2 fois avec le même trip code quand que le site change un truc qu'on appelle le sel. Puis le sel du site a changé 3 fois. Puis entre deux des fois où ils ont changé leur sel, Q a réussi à poster avec le même trip code, ce qui est informatiquement impossible, sauf si tu es administrateur de la plateforme puis que tu rentres les posts du forum directement dans la base de données. Fait que je suis sûr à 100% que Q, c'est personne d'autre que Ron Watkins, qui était l'administrateur du site web, qui avait vécu toute sa vie au Japon. Aujourd'hui, cette année, il a émigré aux États-Unis puis il se présente au Congrès. Mais informatiquement, c'est impossible qu'un utilisateur ait posté des messages entre deux cells en utilisant le même identifiant. Fait que, bref, j'ai jamais embarqué là-dedans. Puis le gars, il était comme full à fond là-dessus. Puis bon, des va-et-vient entre moi et lui, où est-ce que j'ai envoyé les alertes, puis dire, tu sais, t'es pas tanné de te faire prendre pour un cave, là, tu sais, vos arrestations, ils arrivent pas. Puis moi, une chose que je dénonce, puis que je suis écœuré, c'est cette attente laxiste-là de faites rien, attendez, il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de tout, puis il y a un sauveur qui arrive, tu sais, puis fait que je suis embarqué un petit peu dans ce délire-là là, de créer des messages dans le style de QAnon, mais complètement ridicule, exagéré. J'ai fait des messages justement qui disaient lâchez pas mes frères et sœurs, ne faites rien, votre attente, c'est de la clé de notre succès, faites rien, puis il y a quelqu'un qui va faire les choses, puis vraiment très sarcastique et ironique. Puis écoute, il y a du monde qui ont compris, il y a du monde qui ont embarqué. Mais comme j'ai dit, un moment donné, moi, je suis responsable de ma stupidité, mais pas de la stupidité des autres. Fait qu'il y en a 3-4 là, qui pensaient que mes pauses étaient vraies. La majorité du monde m'ont traité de cave puis de débile, puis je les comprends parce que QAnon puis tout ce mouvement-là, c'est complètement débile. Mais tu sais, j'ai fait des messages complètement exagérés, là, du genre Greta Thunberg, sous ses airs de fausse écolo fasciste, dans le fond, a juste servi à nous faire réaliser comment que toute cette peur écologique-là, c'est exagéré. Fait que toutes ces crises de nerfs sur scène publique et tout ça, c'était tout un plan de génie de l'Alliance et de Q pour nous faire réaliser que c'est stupide. T'sais. Les affaires comme François Legault, c'est un membre de l'Alliance, il est là pour nous sauver. Puis tu sais, j'ai vraiment embarqué dans un gros délire, là, tu sais. On dirait que je suis plus capable d'en rire maintenant qu'on voit. De un, on a fait notre live, puis de deux, on a plus à se comprendre un peu aujourd'hui. Mais juste pour mettre tout le monde au parfum, c'est que, au moins pour répondre à ce qu'il vient de dire, Michael, c'est que. Parce que moi, je faisais partie, on va dire, des 3-4 qui n'avaient pas compris du tout que c'était de l'ironie. Parce que, tu sais, il écrit bien, de un, puis il a l'air à se croire dans son affaire. Grok écrit bien. J'ai tout Hein? généré par Grok écrit bien, mais j'ai tout généré par intelligence artificielle. Bon, mais justement, ça me confirme encore plus parce que c'est le genre de façon d'écrire qui ressemble énormément à QAnon puis à tous ces Trumpistes-là. Puis je me suis dit, là,
qu'est-ce qui, moi, me permet de croire que c'est pas ça que tu penses pour vrai, vu que il y en a, je veux dire, ils sont des légions, ils disent We are legion, c'est un peu comme. Puis à écrire exactement le même genre de post, sauf qu'eux autres, ils se croient pour vrai. Puis c'est le même niveau de stupidité, c'est le même niveau d'aberration, puis d'absurdité, puis ah oui, les arrestations, d'un coup, ça va être vrai. Là. Ah oui, oui, puis donc, c'est enjoy the show. Puis toujours le même genre d'éthos, puis de pathos, puis de. Moi, je voyais ça, c'est plate, crime. Michael qui est sombré dans cette folie-là. C'est juste ça que ça me faisait. Puis tu peux dire, bon, mais là, tu sais, comme tu m'argumentais, tu dis, mais quelqu'un ne peut pas dire quelque chose aussi fou que ça. Oui, oui, mais il se voit Non, pas non, vrai. on a quelqu'un qui nous regarde en ce moment, Colette Provencher, Oui. bonjour Colette, qui m'a dit que j'étais encore plus débile que Cossette Trudel puis toute sa gang. Fait que je pense que c'est mission réussie. J'ai réussi à être encore plus cave qu'eux autres. Parce Oui, que pour vrai, là, mais j'ai- Colette, c'est une anti-cossette et tout, là, tu sais, comme moi. Là. mais tu sais, j'ai essayé vraiment d'aller dans l'extrême, là, tu sais, j'ai fait un message comme de quoi Bill Gates est un membre de l'Alliance. En réalité, ces vaccins étaient là pour nous sauver parce que Oui, les mais micropuces qu'il y a dans les vaccins, ils sont capables de nous localiser. Fait que si les gouvernements corrompus veulent te kidnapper pour faire le rituel satanique, ben, ils vont pouvoir vous retrouver grâce aux puces d'un vaccin, tu sais. Fait que je dis, dans le fond, Bill Gates, c'est un sauveur, tu sais, puis oui, mais c'est c'est ça, vraiment des mais tu trucs vois-tu, pas lui, aberrants, là, tu sais. autant toi, ça te trouve aberrant, autant il va en avoir un pour dire des affaires aussi folles que ça, mais pour lui, tu vas t'en nommer à l'infini. Là. Puis c'est une. Écoute, il y a du monde intelligent qui sont tombés dans ce délire-là. En tout cas, Ben oui, ben oui. Il y a du monde intelligent, mais c'est un mais mouvement. Pour moi c'est d'attendre, c'est laxiste. C'est comme, tu sais, faites rien, bougez pas, prenez pas votre vie en main, puis prenez pas d'action. Tu sais, c'est complètement ridicule comme mouvement, là. Ça fait 10 ans qu'ils nous promettent des affaires qui n'arrivent pas. Tu sais, il y a eu un moment, là, moi aussi, où j'ai fouillé les Q-drops, ces affaires-là, puis ça m'intéressait. même Puis moi, j'étais comme, bon, peut-être qu'il se passe quelque chose, là, mais Chris, là, ça fait 10 ans, là, puis regarde, aucune arrestation pour Epstein, aucune arrestation pour la COVID, aucune arrestation pour les détournements de fonds en Ukraine. C'est qu'est-ce qu'ils attendent? Si l'Alliance est vraiment en contrôle, là, puis qui ont le contrôle, puis sont en place, là, ils attendent quoi pour les arrêter? Tu sais, ah, le monde n'est pas prêt à la vérité. Fuck off, là. Tu sais, là, tu es en train de me dire qu'on laisse des enfants se faire violer parce que le monde n'est pas prêt à la vérité. Non, non. Quand tu es en contrôle puis tu as le pouvoir d'arrêter les choses, tu les arrêtes pour pas faire plus de victimes, là. Puis eux autres, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de laisser du monde devenir des victimes parce que le monde n'est pas prêt à la vérité. Là. C'est complètement stupide, là, puis j'embarque pas là-dedans. Là. puis, tu sais, d'où le post que moi, j'avais partagé de Jonathan Blanchette aujourd'hui, puis je vais le remettre dans la description, parce que là, tu sais, comme toi ou comme Colin Provencher le dit, c'est que, tu sais, puis comme tu l'as fait très bien ressortir avec ton exemple là, d'affaires d'Iran, là, puis de fausses alertes encore, de crosset de Trudel, comme l'a dit si bien Blanchette, c'est que là, on devient qu'une situation, que ce soit lui ou que ce soit le Great Awakening, Great Awakening sont quasiment moins pires, mais parce que eux autres, ils s'avouent. Là, on est des fans finis de Trump, mais tu sais, ils cherchent moins à sortir des vraies fausses nouvelles. En tout cas, mais peu importe. Fait que, lui, il a dénoncé, puis il a dit, il a nommé Trump pour qu'est-ce qu'il est. C'est un sioniste, puis même Crèvecoeur l'a bien fait ressortir aussi. C'est que là, autant du monde comme toi et moi, on est capable de voir son très bon côté, puis de dire, écoute, ça, c'est de l'or en bord. Mais on n'est pas des sectaires et des fous furieux pour autant. Fait que moi c'était ça l'idée de forwarder une pause. Mais de la façon que tu parles, tu as l'air sur ce point-là d'accord avec moi et avec Blanchette aussi. C'est ça le pire, tu sais. Oui, oui, définitivement. Je veux dire, Trump, ça reste un homme d'affaires à l'argent qui a ses propres intérêts, tu sais. Euh, OK, il y a peut-être plus les intérêts du peuple à cœur, peut-être. C'est un homme populiste, on le sait tout. Il prend des bonnes décisions, des décrets légaux qui sont peut-être bons pour sa population. Mais il ne faut pas oublier quand même que c'est un homme d'affaires à l'argent, là. Tu sais, fait que quelle décision qu'il peut prendre en background si un juif sioniste il sort une coupe de centaines de millions de dollars, on le sait pas vraiment, là. Fait que, Surtout que c'est déjà, sont déjà de même, là, tu sais. Sont déjà comme Laurent en foire, tu sais. Mais fait que là, la question là, à 100 000 $, c'est que là, suite à là,
discussion d'aujourd'hui? Ça va avoir fait un changement, toi, ou tu vas continuer dans la même ligne éditoriale qu'avant par rapport à Trump et tout ça? Je vais probablement continuer 2-3 jours, là, continuer un petit peu dans mon délire. Comme je t'ai dit tantôt, il faut de temps en temps que je descende à leur niveau, sinon je vais devenir fou. Il faut que je me permette un petit peu d'imbécilité, là, parce qu'être tout le temps dans le gros sérieux, grave, ça pèse lourd sur les épaules. Puis regarde, pour moi, c'est un moyen de m'amuser, de rire d'eux autres, de cracher dans la face du mouvement QAnon, de rendre ça tellement débile puis incroyable que, gars, si ça peut décrédibiliser le mouvement pour 2-3 personnes dans mon Facebook, mais je vais avoir réussi ma mission, tu sais. Et il y en a 2-3 là, qui m'ont bloqué en disant vous êtes tous débiles les QAnon, puis je suis content qu'ils m'aient bloqué pour ça, tu comprends? Fait que c'est pas quelque chose que je vais continuer longtemps. Je te l'ai dit, je t'inclurai pas là-dedans. Moi j'ai juste trouvé ça drôle que pour la première fois, tu sois d'accord avec Joe Blanchette sur le sujet de Q, ce qui rentrait un peu dans mon opération, tu sais. Fait que je trouvais ça drôle comme de vous inclure dans mon délire de vous Parce que faites partie de l'Alliance. Puis, tu sais. Parce que pour la petite histoire, tout le monde, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai partagé ce post-là de Joe Blanchette, puis là, Miguel, il a fait un post, il a dit, ben c'est ça, Charles Olivier, c'est de l'opposition contrôlée, il est de mèche avec Joe Blanchette. Non, pas de l'opposition contrôlée, en fait. Ce que j'ai dit, c'est Joe Blanchette puis Olivier, en réalité, sont de mèche. Tu sais, c'est deux membres de l'Alliance, sont là pour nous sauver. Tu sais, puis ils ont été placés par là, par Q, pour nous sauver. Puis il suffit de voir les signes. Tu sais, je trouvais ça complètement débile. Je l'ai comme un petit peu mal pris, mais un peu personnel. Mais c'est comme je disais, bien, quand tu dis quelque chose, tu ne peux pas. C'est ce qu'il dit. Il dit tu ne peux pas déterminer ou assumer la façon que ça va être reçu, que ça va être interprété. Puis, moi, ça va avec mon ADN à moi. Moi, j'ai toujours été dans la vérité. Il y a une rencontre avec la DPJ aujourd'hui. Pourquoi ça a mal été? Je dis, c'est-tu vrai ce que vous me dites? Vous me reprochez quelque chose? Ben là, vous me reprochez quelque chose qui n'est pas vrai. Puis ça passe pas dans mon cerveau. C'est pas genre juste je suis comme ça, c'est mes valeurs. Non, c'est qu'on parle de formation cérébrale. Je suis quelqu'un de très droit, très simple, très. J'ai besoin de clarté. Quelque chose. Si tu m'expliques quelque chose, il faut que ça soit simple. Là. Puis à partir de ça, cette simplicité-là, ça peut devenir complexe. Fait que si je suis mêlé, bon, mais peu importe, mais fait que là, pour moi, je suis juste une preuve vivante parmi d'autres qu'on est mieux resté dans la vérité, mais c'est my own two cents about it. Là, je suis d'accord avec toi. Mais la vérité est quelque chose de très important pour moi. Puis, fait que c'est pour ça que je n'ai pas nécessairement non plus essayé de faire passer ces pauses délirants-là comme la vérité. Là, j'essayais de faire passer ça le plus. Je veux dire, l'ironie, pour moi, c'est mon opinion, l'ironie reste une arme puissante, je trouve, parfois pour faire passer des vérités, justement. Puis la vérité que j'essayais de faire passer dans ces posts-là, c'est que le mouvement QAnon, c'est complètement débile de bord en bord. Là. Fait que c'est ça. Je suis allé vraiment dans l'extrême de l'ironie. Puis. Il y a du monde qui m'ont écrit sur mon Facebook en comprenant pas. Genre, ils pensaient que je m'étais fait hacker mon Facebook ou de quoi de même. Ou moi aussi, j'avais pété une bulle. Ouais. Il s'est fait hacker le cerveau. Là. Il a trop écouté de Great Awakening. Non, puis tu sais, une autre chose là, qui m'a fait tomber dans cette bulle-là, c'est que quand j'ai fait mon Doge Québec, si tu aurais vu le nombre de Q adeptes qui sont venus me rentrer dedans, puis des menaces en privé. Ben oui, mais parce que je suis pas le vrai Doge, puis je me prends pour Musk, puis écoute, j'en ai eu des dizaines de Q adeptes qui sont venus. Puis j'avais beau essayer de leur expliquer que je suis de leur bord, là. Je suis peut-être pas Musk, je suis peut-être pas au gouvernement, mais j'ai les compétences informatiques pour faire ce qui est le plus proche d'un Doge au Québec, là, tu sais, puis je me suis fait salir publiquement par eux autres, puis tout, puis fait que tu sais, moi, le mouvement Q, ben, je l'ai profondément exactement là. Ah oui, puis comme je te disais aujourd'hui, puis comme on voit, c'est que moi, un de mes points que je vois par rapport à ça, c'est que c'est déjà très complexe. C'est bien malin qui peut se retrouver dans les différentes positions que là-dedans. Tu sais, exemple, moi puis Blanchette, là, on va être d'accord là-dessus pour faire passer sur Q. Fine, mais on est en désaccord sur tout le reste. Prends toi puis moi, on va être d'accord sur Trump, genre sur plusieurs choses que ce qu'il va faire.
on va être complètement. Je veux dire, je pense pas qu'on seconde les strikes qu'il fait en Iran, puis je pense pas qu'on seconde le QAnonisme, puis tout ça. Fait que là, c'est déjà assez mêlant pour tout le monde. Tu sais, en fait, c'est pas juste mêlant, c'est que c'est assez crisse, là. C'est divisant comme ça se peut pas. Là, ça, on pensait que l'élection de Trump, c'est vrai, ça a eu Trudeau avait raison là-dessus, que ça amène un vent de fraîcheur, on va dire, de droite à travers le monde. Mais il y a un gros poison, un gros amergoût à ça. Là, puis c'est que là, ça nous redivise comme jamais, là, comme si on avait besoin de ça. C'est que. Puis là, on a vu aujourd'hui dans la discussion, mais on vient c'est comme la chasse aux sorcières, puis t'es-tu pour Trump ou contre Trump? Puis, en plus, nous, c'était ironique littéralement, mais dans bien des cas, c'est pas ironique du tout. Là, je suis content qu'on ait pu mettre les choses au clair. Là. Ça aurait été plate que ça brise notre relation pour ça, puis qu'on fasse pas le live aujourd'hui à cause de ça. Fait que je suis content qu'on s'en soit parlé. Oui, puis qu'on ait pu passer ton message qui était de loin ce qui est le plus important dans tout ça. C'est beau, fait qu'on s'en tous grandi, puis en espérant que tout le monde ait pu trouver différentes choses intéressantes là-dedans. Puis au moins, là, vous allez savoir si il fait des posts Trumpistes, c'est une joke. En passant de même. C'est parfait. Merci tout le monde. Merci, Michael. Merci tout le monde. Merci d'avoir écouté. Youpi, on s'en reparle, puis j'espère que le stream va avoir marché. Yes. Salut. Merci. Bye.